le phénomène des marches. Il y a toujours des marches, il y avait des marches au niveau de l'Empire romain, et puis il y a des marches au niveau, à l'époque carolingienne, c'est-à-dire que sur les zones frontières, on mettait des marches, et qu'est-ce que ça donnait comme terme nobiliaire? Marquis. Un marquis, c'est un comte des marches. C'est-à-dire que c'est un dux, au sens latin du terme, militaire, qui est nommé spécialement pour défendre les approches d'un empire. Vous voyez? Donc ça existait. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que la Russie n'est pas sortie de cette logique. Et que la Russie, aujourd'hui, défend toujours un espèce de précaré qui lui appartiendrait de droit, ou bien de facto, ou bien historiquement, avec le droit de dire ce que des gens qui vivent à côté de vous ont le droit de faire ou de ne pas faire. C'est que je suis le diable! D'ailleurs, ils ont inventé un proverbe qui dit « Nusquam est, qui ubique est ». On est nulle part quand on veut être partout. Ils ont repris la main parce que le peuple ukrainien est profondément anarchiste. Et qui dit anarchiste dit quelqu'un qui peut s'organiser. Il y aura des drames après la guerre qui dureront des années, y compris les gens éclopés, il ne faut jamais oublier ça. Un mort, il est mort, on l'enterre, on l'oublie. Un éclopé, on l'a pour 50 ans peut-être. Pendant la Covid, on était tous un peu entre la vie et la mort. On ne savait pas si on était vraiment vivant ou vraiment mort. Et Poutine, pendant ces 2 ans, a perdu le pouvoir de gérer la mort. Je voyais les gens qui disaient « il faut faire intervenir l'armée », mais quelle armée? Est-ce que les États-Unis, c'est un empire? Tout est possible. D'abord, le service militaire est suspendu. Il n'est pas annulé. Mais bien sûr. La loi, c'est la suspension du service militaire. Parce que chez vous, en Occident, il y a la frontière de la vie privée, par exemple. Tu dis, tu vas pas chez moi parce que c'est chez moi maintenant. Il n'y a pas de chez moi en Russie. Général Nicolas Richoux. Vous me permettez, je ne vais pas vous appeler mon général. Oui, bien sûr. Parce que je trouve que... Bon, on se connaît un petit peu, donc on peut d'abord, on se connaît, et puis c'est comme dire mon père quand on est athée. C'est que je ne suis pas un membre de l'armée française, donc je vous appelle Nicolas Richoux. J'ai tenu à vous inviter à la librairie russe du Globe, parce qu'on parle beaucoup de la guerre. Bien sûr, on parle beaucoup de la faiblesse de l'armée russe et des exploits de l'armée ukrainienne. Rares, pour moi, sont les exemples quand un militaire est un historien, c'est votre cas. Et je voudrais vous faire parler de l'armée en tant que miroir de la société. D'ailleurs, si on parlait de cause à effet, est-ce que c'est l'armée qui est le miroir de la société ou c'est la société qui reflète l'armée? Mais moi je pense que c'est déjà l'armée est le reflet de la société, ça c'est certain, parce que dedans vous avez des citoyens tout à fait normaux, et donc il faut sortir, vous savez, des pontifs, le militaire est de droite, le militaire est catholique. Donc moi j'ai rencontré des soldats, des officiers, des sous-officiers, de toutes les tendances confessionnelles, de toutes les partis politiques. Simplement, le militaire, il aime son pays, il aime la patrie, il est patriote, il n'est pas nationaliste. Nationaliste, ça a une connotation un petit peu péjorative, il est patriote, et donc c'est quelqu'un qui s'investit pour son pays, mais il représente bien naturellement ce qu'est son pays, avec ses qualités, ses défauts, son caractère national, ses excès, son courage. Vous voyez, donc, et moi je me considère véritablement, toute ma vie, je me suis considéré comme un citoyen comme un autre, qui s'engageait au service de son pays, mais qui restait un véritable citoyen, et qui n'était pas différent des gens que je rencontre dans la rue ou que je rencontre sur mon palier. L'armée française a choisi, je veux dire, la République française a choisi l'armée professionnelle, contrairement à, par exemple, celle qu'on voit aujourd'hui, l'armée ukrainienne, qui est patriotique, enthousiaste. Peut-on être un enthousiaste de profession?
Alors, de profession, alors pour l'armée professionnelle ou pour le... Au fond, ma question, la provocation de ma question, c'est que oui. si demain la guerre venait sur le territoire français, est-ce qu'il suffit d'être professionnel, parce qu'il faut avoir un enthousiasme, il faut savoir pourquoi tu luttes. Pas, absolument pas. Vous savez, on a fait, les guerres précédentes se sont faites avec des unités d'appelés, et donc il n'y a pas que les professionnels qui peuvent être enthousiastes. Je dirais que tous les citoyens peuvent être enthousiastes. Après, je veux dire, on est le reflet de notre société, et notre société a-t-elle encore l'appétence pour les conflits, pour défendre son pays? Ça, c'est une véritable question. Donc, est-ce qu'on reste, je dirais, un dernier carré de gens qui veulent défendre leur patrie, ou est-ce que toute la patrie, les citoyens sont prêts à défendre leur pays? Ça, c'est une véritable question à laquelle il est quand même difficile de répondre aujourd'hui, hein, véritablement. Je n'ai pas véritablement la réponse à cette affaire-là, mais il faut voir d'où on vient. On a eu 2 guerres mondiales. Hein. Alors moi, je suis historien, il faut toujours remettre en perspective, et ces 2 guerres mondiales ont ancré, en France et même en Europe, un pacifisme tout à fait profond. Hein, Première Guerre mondiale, bien sûr, mais la Première Guerre mondiale, elle a quand même développé encore un nationalisme, même en France, en Allemagne, etc. Mais elle a développé aussi cette idée de l'absurdité des guerres. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après cette espèce de désastre absolu pour l'Europe, c'est le déclin de l'Europe en tant que ce qu'on avait vu au XIXe siècle, on était le premier ensemble mondial, vraisemblablement, sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan militaire. L'armée française était la première jusqu'en 1940. Bon, on arrive à un désastre qui fait que à ce moment-là, il y a véritablement une remise en question, j'allais dire copernicienne, de ce qu'est le pays, de ce qu'est la patrie, et donc une volonté de pacifisme, une volonté de vivre en paix avec ses voisins, qui donne un petit peu ce que l'on observe aujourd'hui, avec encore une espèce de regard en sidération de ces guerres d'hier, finalement, de ce que l'on considérait être une guerre d'hier, c'est-à-dire un conflit ouvert, de haute intensité à nos portes. On pensait que ça ne pouvait pas arriver, et c'est arrivé. Et je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire avant de prendre véritablement conscience du changement d'époque que l'on vient d'avoir aujourd'hui, enfin hier, il y a 1 an, avec l'invasion russe en Ukraine. Mais je ne suis pas persuadé que nos démocraties soient, et encore, je dirais, fait le pas, perçu la gravité de la situation, et le changement d'époque que l'on a vécu, et c'est la raison pour laquelle il est un peu trop tôt pour répondre à la question de savoir si la nation se lèverait en armes demain matin, comme elle l'a fait à la Révolution française ou en 14-18, pour défendre son pays. En fait, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que Poutine lutte contre le temps. Et ça, c'est un type de guerre. C'est le type de guerre, je dirais, des croisades. Que ça soit l'Europe qui a fait la croisade dans l'Est parce qu'elle a apporté à l'Est les valeurs de l'Occident, Poutine réagit en croisade pour ne pas accepter ces valeurs. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'Occident qui nous a vendu ces valeurs, finalement ne va pas au bout. Il n'est pas prêt à défendre ces valeurs parce qu'il voit la réaction de Poutine. Donc, mais l'Occident doute aujourd'hui. Exactement. Elle doute d'elle-même, elle doute de ses valeurs. On le voit avec le wokisme, on le voit avec la remise en cause de toute notre histoire. Notre histoire, elle n'est pas faite que de gens qui ont massacré tout le monde, des croisades à la colonisation. Il y a aussi des choses positives qui ont été faites. On a apporté les Lumières, on a apporté quand même le développement industriel qui a essaimé dans le monde entier, une certaine manière de vivre. Le progrès tout simplement, qui fait qu'aujourd'hui, c'est en Occident qu'on découvre les vaccins, qu'on découvre tout ce qui est moderne aujourd'hui et qui nous permet de vivre mieux. Et pourtant, et je pense que ça c'est véritablement l'effet de la guerre, aujourd'hui, l'Occident doute fondamentalement de ses valeurs. Maintenant, je pense que Vladimir Poutine, lui, ne défend pas des valeurs. Moi, j'ai pas tout à fait cette analyse-là. Vladimir Poutine, moi je vois la Russie, alors vous allez me dire si je me trompe, parce que comme vous connaissez mieux ce pays que moi, je le vois comme un pays qui est à la recherche de sa grandeur passée. Ça reste le plus grand pays du monde, me semble-t-il, hein, la Russie, mais c'est un pays qui, depuis la révolution bolchevique, n'a jamais accepté des pertes de territoire. Alors vous avez 2 manières de regarder, je dirais, ce qu'est la Russie, c'est dire les bolcheviks ont pris le pouvoir, ils avaient un immense empire, ils ont dominé la moitié du monde, ce qui est vrai. Mais ils n'ont jamais reconstitué l'empire tsariste. Et ils ne s'en sont, à mon avis, jamais remis.
En 1917-19, il y a des guerres, ils perdent la Finlande, ils perdent la Pologne, ils perdent les Pays-Baltes, ils perdent la Bessarabie roumaine. Regardez ce qu'ils font en 1939-40. La première chose qu'ils font, c'est d'essayer de renverser ces pays pour reconstituer l'Empire tsariste. Il y a un rêve de grandeur, il y a un fantasme de grandeur, et de fait que l'Empire ne peut qu'être l'Empire russe éternel. Et quand on demande à Vladimir Poutine qu'est-ce que c'est que l'Empire russe, il dit l'Empire russe n'a pas de limite. Bon, c'est assez effrayant aujourd'hui dans un contexte de droit international où normalement on est borné par les règles de l'ONU, etc. Et donc, 1939-40, ils récupèrent une partie de leur empire, ils n'y arrivent pas à récupérer la Finlande, mais ils récupèrent comme une partie de la Pologne, ils récupèrent les Pays-Baltes, et 1991, patatras, le rêve se casse à nouveau la figure. Et alors là, il se rétrécit encore plus. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas récupéré les Pays-Bas, la Pologne, etc., mais on perd tout ça. Et on perd le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, on perd l'Ukraine, quand même, qui est je dirais, le fondement de l'âme russe, puisque tout le monde se réclame de la Russe de Kiev, perd la Biélorussie, il y a Russie dans Biélorussie et la Bélarus, et puis bien sûr tous les pays des marges, je dirais, turcophones. Et donc c'est un rétrécissement absolument sans précédent de cet empire qui se voit éternel, immense, le premier du monde. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas accepté. Il y a toujours ce fantasme de l'empire, un petit peu comme Erdogan rêve à l'empire ottoman, ou bien les Chinois rêvent à l'empire comme si les Ouïghours leur avaient toujours appartenu, le Tibet, etc. Donc c'est toujours l'empire dans sa globalité, avec un refus de la décadence et un refus, je dirais, des règles modernes qui les forceraient de rentrer dans un monde, j'allais dire, beaucoup plus étriqué. Et ça c'est quelque chose que l'on voit dans tout ce qui a été les empires, sans se poser jamais la question de savoir s'ils ont été des puissances coloniales. Oui. Et c'est ça qui est vraiment fascinant. Mais en même temps, je ne pense pas que ça soit une guerre de territoire. C'est quand même une guerre d'idées, d'idéologie. Et je peux me permettre peut-être d'insister que Poutine, et même pas que Poutine, le peuple russe qui se soude aujourd'hui autour de lui, j'ai cette impression, c'est la continuité de ce que Trotsky voulait faire, qui voulait faire la révolution mondiale. Et donc il a commencé par prendre ces territoires de l'ancien empire tsariste. Il a créé même jusqu'à l'écriture dans certaines populations qui n'avaient pas d'écriture, qui n'avaient pas d'appareil d'État. Donc les bolcheviks ont créé l'appareil d'État pour certaines minorités nationales, ont créé l'écriture pour ces minorités nationales. Donc ils ont misé sur ces minorités nationales, et après ils n'ont pas réussi de vendre l'idéologie de la révolution bolchevique, et ils ont transformer leur guerre simplement en guerre de territoire. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'on a la guerre Est-Ouest idéologique, donc c'est la croisade contre l'OTAN et contre le monde occidental réuni qui se passe sur le territoire, pour le moment, ukrainien. Et la guerre en Ukraine, c'est le 4e type de guerre qui est entre les siens, c'est-à-dire l'orthodoxe et les hérétiques. Et c'est une guerre sans merci, sans règles, sans rien. Donc il y a, dans le cas de la guerre en Ukraine, il y a 2 types de guerres. La guerre contre l'Occident, qui est la croisade, et la guerre contre les hérétiques, qui est intérieure. Mais je crois que les deux notions ne sont pas antinomiques. La guerre des valeurs est aussi une guerre de territoire. À partir du moment où on est prosélyte, regardez ce que fait l'Empire, par exemple l'Égir, on veut convaincre les autres qu'on a la foi juste, et donc les musulmans ont conquis tout le bassin méditerranéen, sont allés jusqu'en Espagne, etc. Et je crois que Vladimir Poutine voit l'Empire comme étant l'orthodoxie également. Il y a une espèce de superposition entre l'Empire et l'orthodoxie. Donc les valeurs orthodoxes sont les valeurs impériales qui doivent régner sur tout ce qui a toujours été l'Empire des Tsars. Donc je pense que cette notion de valeur, elle est fantasmée également, et elle se met en superposition de cette volonté, j'allais dire, de conquête territoriale, et mais qu'il doit voir uniquement comme un dû, finalement. Un dû, un juste retour de l'histoire, c'est à nous, nous allons le reprendre, car d'abord, et alors en Ukraine, c'est absolument... c'est
c'est surdimensionné parce que le fondement, je dirais, de la principauté de Moscou se passe à Kiev. Hein. La principauté de Moscou, je crois que c'est 1265 à peu près, mais je veux dire, il tire les origines de la Russe de Kiev, qui, elle, date du 9e siècle. Bizarrement, l'État russe, c'est pas la Russie de Kiev. Pour moi, l'État russe, c'est l'ordre des Tatars et des Mongols. Donc aujourd'hui, on voit très bien que la Russie, une fois pour toutes peut-être, se range vers l'Est et l'Ukraine se range vers l'Ouest. Oui. Se range-t-elle vers l'Europe? Parce que c'est deux choses différentes. Oui. Aujourd'hui, il est clair que l'Ukraine choisit l'Ouest. Oui. Est-ce que c'est l'Ouest américain ou l'Europe? Oui, alors je pense que... A-t-elle besoin de l'Europe? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu des deux, c'est surtout l'Ouest américain. Ce que recherche l'Ukraine, c'est véritablement, je pense, la sécurité déjà. Donc la sécurité, ça passe par le fait de faire partie d'un ensemble qui va les rassurer et qui feront que si jamais, que ce qui leur arrive aujourd'hui ne puisse plus jamais leur arriver. Alors, je pense que le tropisme vers l'Ouest est assez irrémédiable. Il pouvait être encore discuté vraisemblablement avant 2014 ou avant le 24 février 2022. Je pense qu'aujourd'hui, un an après, je veux dire, c'est ça en fait, la radicalisation du conflit est telle que la radicalisation des valeurs l'est également. Et donc, si l'Ukraine pouvait encore penser vouloir faire un entre-deux, être au milieu du jeu il y a quelques années, si la Russie pouvait se penser plus européenne il y a quelques années qu'aujourd'hui, aujourd'hui ça n'est vraisemblablement plus le cas, et donc pour avoir les valeurs, pour exprimer les valeurs, il faut se radicaliser et s'exprimer comme russe avant de s'exprimer européen. Maintenant les Russes, moi j'ai peur qu'ils ne résolvent jamais cette schizophrénie entre l'Est et puis leur volonté d'être occidentaux, qui revendiquent de temps en temps, et puis ce rejet de l'Occident. Saint-Pétersbourg est quand même étonnamment européenne, c'est pas, c'est pas une ville orientale. Oui. Moscou, c'est quand même une ville occidentale aussi dans sa manière de vivre, peut-être un peu moins, mais je veux dire, s'il fait, Vladimir Poutine fait référence je dirais, à Pierre le Grand. Pierre le Grand, c'est quelqu'un qui a occidentalisé son pays absolument à marche forcée, qui a créé une flotte, etc., qui a créé Saint-Pétersbourg, et donc on est dans un référentiel où, je dirais, le développement passe par l'Ouest. Et vous voyez, les élites, les oligarques se précipitaient, maintenant c'est fini, à l'Ouest pour passer leurs vacances, leurs enfants font leurs études à l'Ouest, vont à Harvard, vont à Oxford, etc. Plus maintenant. Plus maintenant, ça fait pas longtemps. Hein, voilà. On dit que le fils de Soloviev est encore, je dirais, à Londres. Oui, mais... vous voyez, donc, il y a une espèce de fascination pour l'Occident et en même temps une détestation parce que c'est un concurrent. Et en contrepoint, on voit ce qu'on n'est pas ou on voit ce que... c'est une fascination pour un modèle qui est plus puissant que le sien quand on prétend être une puissance mondiale. C'est pas facile à accepter. Un petit peu comme la France, vous savez, vis-à-vis des États-Unis. Nous, on se rêve toujours en puissance mondiale de Louis XIV et on a du mal... on cherche la résurrection de l'Empire français, de la puissance française. Telle qu'on l'avait au XVIIe siècle, la grandeur de la France, et puis finalement on voit un modèle qui est plus puissant que nous, et je pense que la détestation américaine, elle a ce fondement-là également souvent dans nos élites de droite ou de gauche, qu'on voit encore aujourd'hui au quotidien détester se positionner en une espèce d'anti-américanisme primaire, et pas tellement fondé sur le plan rationnel ou sur le plan intellectuel. Je pense qu'il y a cette détestation qui vient de notre grandeur passée, et du fait que quelqu'un nous ait dépassés. Et je pense que les Russes, il y a un peu de ça également. Il y a une relation d'amour-haine dont je pense qu'ils ne sortiront pas demain matin. Et voilà. Ouais. À propos de l'armée, encore une fois, hier, je pense, on discutait avec les amis de la télévision à propos du fait que aussi bien l'OTAN que l'armée française ont reconnu ne pas avoir des stocks pour donner suffisamment à l'Ukraine. Alors, tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, est-ce que ça vaut la peine de les armer? Est-ce qu'il faut attendre, il faut négocier? En fait, c'était le camouflage de l'absence de l'armement. Pourquoi ne pas l'avoir dit clairement dès le départ et jouer cette espèce de retenue, un appel vers la paix, simplement
pourquoi ne pas dire clairement, on est juste à nu, on est juste... Oui. Moi, je crois qu'il y a un petit peu des deux. Au début, on a cru que Vladimir Poutine était rationnel, et donc on a essayé de maintenir le conflit, je dirais, à bas niveau, et que petit à petit, on s'est aperçu que ça n'était pas possible. Et je veux dire, les réactions occidentales ont gradé au fur et à mesure de l'intransigeance russe, et du fait qu'après Boutcha, ça devient de plus en plus difficile. Donc voilà, c'est un point, le point zéro d'une certaine forme de radicalisation des esprits à l'Est et à l'Ouest, etc. Puis Vladimir Poutine qui après annexe des oblasts, donc on s'aperçoit qu'il ne veut pas négocier, qu'il n'y a rien du tout. Et donc là, je pense qu'au début, notamment chez le président Macron, il y avait cette volonté réelle de dire les Russes ont toujours été rationnels. Ils l'étaient à l'époque soviétique finalement. Mais les Russes n'ont jamais été rationnels. Oui, mais à l'époque soviétique, ils jouaient un jeu des relations internationales, on se comprenait bien. Est-ce que je peux vous interrompre une seconde pour vous donner un exemple? Les journalistes russes, les bons journalistes russes, ont toujours dit, le jour où le Nord Stream 2 va être construit, ça va être la veille de la Grande Guerre. Oui. Parce que, et les Occidentaux disaient, mais comment ça? Nord Stream, il est fait pour négocier, pour faire du commerce, pour gagner de l'argent. Oui. Pourquoi la guerre? Parce que, comme ça, on a l'arme pour détruire économiquement l'Ukraine. Personne n'a cru. C'est-à-dire que le Russe n'a jamais été rationnel à l'européenne. Mais par contre, ce que vous dites, c'est exactement ce que je dis sur la forme de naïveté, peut-être, et de penser que le Russe est rationnel de la part des élites françaises et de nos personnels occidentaux. De penser qu'il va penser comme nous, qu'il a plus, je dirais, à perdre qu'à gagner en faisant cette guerre, donc il ne la fera pas. C'était ça, en fait. Hein. Tout le monde savait que les troupes étaient massées, on connaissait la force des troupes russes. Mais le calcul français, c'est il ne va pas faire ça, c'est stupide, il va y perdre son armée, il va avoir des pertes colossales, il va y perdre beaucoup plus qu'il n'a y gagné, donc il ne le fera pas. Et c'est là-dessus qu'on s'est trompé. Et la deuxième chose, parce que c'était la deuxième partie de la question, c'est les stocks, oui. Je veux dire, ça fait 30 ans qu'on se bat à l'extérieur sur des guerres. Le chef d'état-major des armées a une formule qui est bonne, c'est-à-dire on sort des guerres qu'on a choisies pour des guerres que l'on subit finalement, dont on prend acte. Et donc quand on choisit les guerres, on choisit son format, la manière dont on veut s'impliquer, et puis on calcule les stocks qu'on a besoin. Donc, à ce moment-là, on est un peu en flux tendu parce qu'on projette jamais plus au Mali de 4000, 4500 personnes. Et puis, pareil, quand on était en Afghanistan, c'était quelques milliers de personnes. Donc, on avait les stocks pour faire cette guerre, mais qui n'étaient pas des guerres de haute intensité. C'était des guerres où il y avait quelques accrochages, on dépensait quelques munitions, un peu d'artillerie, des missiles, mais c'était très peu. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans un schéma qu'on avait pu imaginer, c'est-à-dire le retour de la guerre de haute intensité avec des masses. La masse, le corps blindé mécanisé, effectivement, on n'a pas les stocks, mais je ne vois pas qu'on l'ait vraiment caché, on l'a toujours dit, je veux dire, on sort de modèle, on a fait des guerres qui étaient des guerres dans les années précédentes, qui devaient être faites. C'était des guerres où il s'est passé des choses, où effectivement on a pensé qu'on allait défendre nos intérêts, par exemple au Mali, en s'attaquant à l'AQMI, Daesh, etc., directement sur place, et que ça défendait vers l'avant, si vous voulez, l'Europe. Donc il n'y a pas avoir de honte particulière à l'avoir fait. En revanche, il y a comme une faillite, je veux le dire, sur le plan, effectivement, de la pensée militaire, dans la mesure où on n'a pas imaginé que tout ça, c'était réversible. C'est-à-dire qu'on allait revenir aux années 80, au moment où on avait des gros corps l'un contre l'autre, etc. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, les blindés que l'on vient de reconstruire là aujourd'hui, dont on rééquipe l'armée française, sont des blindés de corps expéditionnaires, ce pas des blindés lourds. Le char, il arrive dans 20 ans, le Guépard, le Griffon, c'est aérotransportable, c'est fait pour aller au Mali, en Afghanistan, etc. Mais c'est pas des blindés qui sont faits au départ pour aller faire la guerre, je dirais en Ukraine. Pour ça, il faudrait développer, j'allais dire, du blindé beaucoup plus lourd, mieux armé, et puis bien sûr refaire des stocks. Et cette guerre-là, on l'a pas vue. Et je pense que là, alors quand on dit ça, c'est pas que les militaires qui l'ont pas vu. Hein. Le livre blanc, il est fait par beaucoup de politiques, et je rappelle qu'il y a un chef d'état-major des armées, qu'il y a la nation qui alloue des crédits, et que le militaire, lui, il fait avec des ressources rares. C'est un problème économique. C'est-à-dire, quand on lui dit on te donne 40 milliards pour la défense, il taille l'armée qui peut se payer, et non pas l'armée de ses besoins.
Moi, j'ai toujours entendu dire qu'on manquait de tout dans l'armée française. Mais on s'est taillé l'armée que l'on pouvait se payer, pas l'armée de nos besoins, parce qu'il y a des décisions politiques. Hein. C'est le primat du politique quand même en France, et c'est tout à fait normal. Hein. Les armes cèdent à la toge, et donc le président de la République, chef des armées, le Parlement vote le budget, et nous, eh bien, on fait avec les objectifs que nous donnent les politiques, le livre blanc de la défense, etc. C'est un livre éminemment politique, qui n'est pas forcément, nous, ce qu'on aurait choisi entièrement, et puis avec le budget qu'on a bien voulu nous allouer. Et ça, vous avez retrouvé le même problème qu'on a eu en 1940, quand on a découvert que l'armée française n'était pas tout à fait celle qu'elle devrait être, alors que les Allemands venaient de se réarmer. Voilà, donc il y a un moment donné, je veux dire, la responsabilité elle est globale, la faillite elle est globale, c'est-à-dire que politiques et militaires, et puis c'est aussi le reflet de l'opinion publique et de la France aujourd'hui. Ça fait, moi depuis que je suis soldat, on a toujours préféré dépenser en dépenses sociales que pour une assurance vie qui coûte très cher et qu'on n'utilisait jamais finalement. Le Charles Leclerc, on ne l'a pas utilisé véritablement en opération un peu au Kosovo, mais globalement, c'est un char, on dit oui, mais on l'a depuis 25 ans, et puis quand est-ce qu'on l'a utilisé, et puis blabla. Et on découvre aujourd'hui que c'est blindé, c'est quand on en a besoin, ben, c'est trop tard, il faut qu'il soit là. Maintenant, une armée, ça coûte toujours très cher, c'est inutilisé dans 90% des cas, simplement quand on en a besoin tout de suite. Donc si on n'a pas pris les bonnes décisions avant, ben, ça donne ça. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement la France est dans un cadre presque le pire, parce que les Ukrainiens, c'est des enthousiastes qui vivent avec les valeurs d'ailleurs de l'Europe, que l'Europe n'est pas capable de défendre elle-même. C'est-à-dire que dans le futur européen démocratique, ont droit de venir les Ukrainiens, et la vieille Europe, c'est un peu comme l'armée qui a perdu, vous savez, le drapeau qui est tombé parce que celui qui le porte est mort. Oui. Alors qui va prendre le drapeau de l'Europe pour oui, mais l'Europe n'est pas morte, la France c'est un vieux pays, moi j'ai confiance dans mon pays. Alors là, autant j'ai fait preuve peut-être un petit peu de pessimisme sur ce qui s'est passé, autant je dis, ne sous-estimez pas la France, ne sous-estimez pas les Européens. Je veux dire, on a tous d'excellents fondamentaux militaires et rien ne dit que demain, ce drapeau, et d'ailleurs qu'il n'est pas relevé aujourd'hui. Je veux dire, il y a quand même une prise de conscience. Beaucoup de gens semblent soutenir, en tous les cas, la guerre d'Ukraine. Beaucoup ont pris conscience de l'urgence, de la nécessité du moment. Et donc, là, il n'y a pas, je veux dire, une faillite intellectuelle irrémédiable qui fait qu'on est en perdition. Ensuite, pensez toujours que l'Union européenne, si l'Union européenne prise globalement, c'est la première puissance économique du monde, parce qu'on ne le dit jamais. On dit c'est les États-Unis, c'est la Chine. Non, c'est l'Union européenne. Et puis que l'Union européenne, c'est quand même ces 27 nations qui ont mis bout à bout, ont quand même une armée considérable, si on veut bien les engager ensemble. Et puis que 24 des 30 pays de l'OTAN font partie de l'Union européenne et qu'on fait partie d'un ensemble. Et que cet ensemble s'appelle l'OTAN, qui est la première alliance militaire du monde, et que si Vladimir Poutine ne s'en prend pas à l'OTAN et fait bien attention de ne pas s'en prendre à l'OTAN, c'est que là, vous avez 50% du PIB mondial, les armées les plus techniquement au point, les plus modernes du monde, et avec une puissance industrielle qui est capable de monter en puissance, notamment sur le plan des stocks, sur le plan assez rapidement, et c'est ce qu'on est en train de faire, il faut le dire quand même. Donc on garde, j'allais dire, une très belle assurance vie dans ce monde qui est en train de se modifier. Donc attention, l'OTAN, ça reste la première puissance militaire mondiale. Et donc, cette crainte qui se lève de plus en plus, que les Russes ont leur vieille méthode et leur vieux archétype de guerre, c'est-à-dire inonder le front par les corps humains, vous pensez que face à la technologie de l'OTAN, c'est rien? Je n'y crois, alors là, j'y crois pas du tout. Vladimir Poutine ne s'en prendra jamais à l'OTAN. Il n'a pas les moyens. Là, il n'a pas les moyens. Ça serait l'enfer déchaîné, parce que là, les tirs dans la profondeur, la capacité d'atteindre n'importe quelle cible stratégique, je veux dire, ça serait... Il l'a bien compris quand il commence à parler vous savez, de nucléaire, etc. On lui dit, si tu bouges un doigt... moi, je pense qu'on peut couler la flotte de la mer Noire en 20 minutes. Mais alors pourquoi on laisse mourir les gens Mais parce que chaque jour.
Parce que déjà, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc les Occidentaux, vraisemblablement, mais elle est en train de défendre l'OTAN. Oui, beaucoup de temps à comprendre qu'ils sont impliqués dans ce conflit. Mais sans être co-belligérants, on est quand même impliqué dans ce conflit à partir du moment où on fournit de l'armement, etc., etc. Voilà. Deuxièmement, je crois qu'on ne se sent pas en danger territorialement. On sait... À partir de quand? Qu'est-ce qui peut faire comprendre l'Europe qu'elle fait partie du danger? Que demain, c'est pour eux? Qu'est-ce qui peut... Moi, je peux vous dire que le Russe, il va se réveiller une fois la bombe tombée sur le territoire russe, mais pour de vrai, hein, pas quelque part à la frontière avec l'Ukraine. Mais moi, ça, je n'y crois pas. Je pense que militairement, ça n'est pas crédible. Vous avez l'armée russe qui n'est pas capable de vendre la seule armée ukrainienne. Vladimir Poutine, il n'a aucune intention, aucune volonté. Et il fera très attention à ce que l'OTAN ne devienne pas... Mais est-ce que ça veut dire que l'OTAN va accepter que le dernier des Ukrainiens meure en tenant bon contre les Russes? D'abord, l'OTAN, c'est une alliance, hein, c'est pas un corps unique. Et donc l'OTAN, c'est 30 membres, et quand vous prenez des décisions, c'est à l'unanimité. Donc déjà, dans l'OTAN, vous avez des Orban, vous avez des Erdogan, donc pour avoir l'unanimité de la décision, ça ne va pas être facile. Deuxièmement, l'OTAN, c'est une alliance défensive. Donc, je veux dire, dans les statuts de l'OTAN, il n'est pas prévu qu'on intervienne de manière offensive pour aller attaquer, pour aller défendre un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN. Alors vous allez me répondre, il y a une exception à ça, qui est une faute à mon sens, hein, c'est le bombardement de Belgrade en 1999. C'est la seule fois où l'OTAN, effectivement, a attaqué un pays qui ne lui avait rien fait, qui avait des torts, mais qui n'était pas partie prenante d'un conflit avec un membre de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'article 5, c'est-à-dire l'automaticité, normalement, de la riposte quand un pays membre est attaqué. Aujourd'hui, dans les statuts de l'OTAN, il n'y a rien qui fait malheureusement, il n'y a rien qui fait que l'Ukraine doit être défendue, j'allais dire, avec le prix du sang des membres de l'OTAN. Et donc ça, à mon avis, ça n'est pas prêt d'arriver. En revanche, et quand on dit d'ailleurs que l'OTAN fournit de l'armement, l'OTAN fournit rien du tout. Ce sont les pays membres de l'OTAN qui fournissent. L'OTAN n'a pas d'armement, hein, il faut bien le comprendre ça. L'OTAN, c'est des états-majors, donc une capacité à travailler en commun parce qu'on a été formés dans les mêmes écoles, donc quand on rédige, vous savez, les méthodes de raisonnement opérationnelles, etc., on parle tous de la même chose, il n'y a aucun souci. On a été formés exactement dans les mêmes écoles. Ce sont des états-majors avec des transmissions, des systèmes de commandement, des satellites, etc. Mais quand on parle des blindés, de l'artillerie, de l'aviation, c'est l'aviation des pays membres qui les fournissent. Il n'y a pas des troupes françaises qu'on a données à l'OTAN et puis des troupes françaises qui appartiennent à la France. C'est-à-dire que les troupes qui sont en Afrique aujourd'hui peuvent être engagées au profit de l'OTAN demain matin. Nous, on n'a pas ce qu'on appelle single set of forces, hein, un simple jeu de force, et on le comprend très très bien. Donc en fait, quand on fournit des chars, c'est pas l'OTAN qui fournit des chars, c'est l'Allemagne, c'est la Pologne, quand on fournit de l'artillerie, c'est la France qui fournit des Césars, c'est pas l'OTAN. Si on voit toujours M. Stoltenberg qui joue au beau en expliquant qu'on va faire ci, on va faire ça. Non, lui, il n'a pas les moyens. Tout ce qu'ils font, c'est un peu organiser, mettre en musique, faire des réunions à Rammstein, et puis organiser sans doute un peu le transfert, parce qu'on a des capacités logistiques. Mais en tout état de cause, l'OTAN n'est que la somme, j'allais dire, des pays qui la composent et de la bonne volonté des pays qui la composent de travailler ensemble avec des intérêts très très différents selon les pays. Ce qui donne aussi sans doute ce sentiment que l'OTAN reste prudente, j'allais dire, et ne peut pas s'engager. L'OTAN n'est pas un pays avec un président de la République qui déciderait de partir au combat. Ce que je crains, c'est que l'Ukraine risque de devenir ce qu'est devenue la Géorgie. Parce que, souvenez-vous, Stoltenberg, tout à l'heure, vous parlez de lui, c'est lui qui a demandé la commission sur la guerre en Géorgie, et les conclusions de cette commission, qui était tombée il y a un mois ou un mois et demi, que finalement, on ne sait pas qui a attaqué qui, est-ce que c'était les Géorgiens les premiers, les Russes les premiers, donc on a fini l'enquête, c'est bon. C'est quand même hallucinant. Oui, c'est hallucinant, mais aujourd'hui, les Géorgiens ont quelque tort. Hein, le sentiment de Géorgie... Non, mais on peut aussi le dire que Zelensky a quelque tort et que... Non, mais je veux dire, disons qu'ils n'ont pas été prudents à ce moment-là. Parce que c'est eux qui ont engagé les combats en Géorgie, me semble-t-il. Et résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est quasiment très très pro-russe. Hein. Avec ce qui se passe à avec une petite partie du territoire là, qui
reste occupé. Et ouais, alors ça, c'est ce que j'appelle le risque de finlandisation. Alors, on appelle souvent la finlandisation la neutralité de la Finlande, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que la Géorgie, c'est pas neutre du tout, c'est complètement pro-russe aujourd'hui. Non, mais ce que j'appelle, moi, la finlandisation, c'est... je t'ai croqué un bout de terrain, le conflit est gelé, je l'ai annexé, et puis c'est comme ça, et tu ne reviendras jamais. Et ce qui s'est passé en 1939-1940, il y a un gros, quand on regarde bien, il y a une grosse similitude entre la Finlande et l'Ukraine. 1939, Staline profite de l'attaque en Pologne, etc., pour récupérer une partie de l'Empire russe, que je vous disais tout à l'heure, et dont la Finlande. Le tsar, grand-duc de Finlande. Ça appartenait pas à la Russie en tant que ça, c'était une propriété personnelle, me semble-t-il, du tsar, mais il était grand-duc de Finlande. Bon. Il veut récupérer la Finlande, et puis en plus les frontières sont trop près de Leningrad, alors ça les embête, etc. Donc ils attaquent, et ils se prennent une grosse pilée militaire. Donc je veux dire, les Finlandais, avec Mannerheim qui était un ancien officier du tsar, un des meilleurs officiers de la Première Guerre mondiale déjà. Et donc Mannerheim qui était un officier du tsar, qui avait rejoint son pays, il était finlandais d'origine, a mené une campagne extrêmement brillante, les a raccompagnés. Sauf que il les a raccompagnés, sauf qu'il a perdu 10% de son territoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, la Carélie, près de Leningrad, si vous voulez. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à l'époque, la Finlande, seul pays démocratique à être entré, et le seul pays démocratique de l'époque à être entré en guerre, aux côtés d'Adolf Hitler pendant la campagne de Russie. Mais simplement pour reconquérir leur territoire. Et quand ils sont arrivés à leurs frontières, ils ont refusé d'aller plus loin. On leur a demandé de participer au siège de Leningrad, ils ont refusé. Et Mannerheim, qui était un grand stratège, a dit si nous faisons ça, les Russes ne nous le pardonneront jamais. Et donc ils sont arrivés sur leurs frontières, ils ont repris leurs frontières, ils les ont tenues jusqu'en 1944, et ensuite ils ont reperdu ces 10% parce qu'ils ont été impliqués dans la retraite quand le siège de Leningrad a été levé, et eux, inévitablement, ils ont été repoussés, et puis l'armée soviétique était remontée en puissance de manière considérable, et donc ils ont retrouvé les frontières de 1940, et ce sont les frontières d'aujourd'hui. Donc le risque, c'est que dans une guerre prolongée, la Russie perd ses gains, c'est 18%, là, les oblasts imparfaits, peu importe. Mais si la guerre s'arrête aujourd'hui, il a gagné. On est bien d'accord. 18% du territoire. Et ce qui guette l'Ukraine, moi c'est une de mes grandes craintes, c'est cette espèce de je t'ai croqué, tu n'es pas capable de m'expulser, donc la situation est pérenne, et puis voilà, et c'est comme ça. Moi je pense de plus en plus à Saddam Hussein qui a dit j'ai gagné quand il a perdu. En fait, Poutine est tout à fait capable de dire j'ai gagné même s'il n'a rien gagné du tout. Et le peuple va le croire. Il peut le dire, mais aujourd'hui, si par exemple Zelensky ce soir dit j'accepte un cessez-le-feu, j'accepte de négocier, il a gagné. Il avait 4 ou 5% du territoire, je crois, ou 5-6, peut-être, je ne sais pas, au début, le 24 février 2022. Il en a aujourd'hui 18%, ou 16%. Bon, peu importe. Entre 15 et 20. 16, ouais, 16. Donc il a gagné la guerre. Il a étendu son territoire, et il peut dire que ces 180 000 soldats ne sont pas morts ou estropiés en vain, ou blessés, ou estropiés, ou disparus. Il a gagné la guerre. Comme en ayant subi une défaite militaire, la Russie soviétique a gagné la guerre de Finlande. Oui. Voilà. Et alors qu'ils ont subi une défaite militaire. Ce qui est étrange, c'est que Medvedchuk, vous savez, le parrain de ces enfants de Poutine, qui était censé préparer la situation pour que Poutine vienne en Ukraine, et qu'il a raté, et qui était échangé contre je ne sais plus qui, contre Azov. Je pense qu'il y avait des soldats d'Azov qu'on a échangés pour un seul Medvedchuk. Il a écrit un article il y a quelques semaines où il fait un aveu que Poutine ne voulait pas de Donbass. Il voulait que Donbass reste un territoire ukrainien, et que le président actuel, de l'époque ukrainien ne voulait pas de Donbass non plus, parce que comme c'est un territoire dépressif, en fait Poutine voulait que Donbass reste ukrainien parce que c'est comme une espèce de cancer, des cellules cancéreuses par lesquelles il pensait à faire des métastases dans le gouvernement ukrainien. C'est ça qui est drôle, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est pas une guerre de territoire, parce que il n'avait rien à faire de ce territoire. La Crimée, si. La Crimée, alors ça, vous pouvez en parler plus haut que moi. Il y a quand même quelque chose d'émotionnel chez les Russes pour la Crimée.
on me disait, alors la Crimée encore, ça peut se discuter, mais on m'a dit que Sébastopol, j'avais discuté avec une de vos collègues, là, je ne sais plus comment elle s'appelait, enfin, qui était d'origine russe également, elle me disait, moi toute ma jeunesse, j'ai chanté des chants sur Sébastopol, etc. Donc dans l'imaginaire, Sébastopol, ça fait partie de la Russie de manière quasiment immémoriale, ce qui est une absurdité historique, hein, puisque ça a 200 ans. Oui, mais c'est pareil, Odessa, pour chacun de nous Russes, Odessa c'est notre ville, ça a toujours été une ville ukrainienne. Ce qui m'étonne, c'est que les Occidentaux, sérieusement, parlent peut-être d'exclure la Crimée des discussions avec l'Ukraine, mais on était d'accord quand il y avait l'accord de Helsinki, que les frontières des républiques, c'est des frontières... que les frontières de la Russie et des États actuels, c'est les frontières des républiques de l'époque. Et la Crimée faisait partie de l'Ukraine, toujours. Donc, elle en fait toujours partie au regard du droit international. Oui, mais du coup, pourquoi on met en cause Helsinki ou pas Helsinki? Qui met en cause, en fait? Mais parce qu'à chaque fois, ça revient quand on dit... Ça revient, mais il y a aussi un phénomène journalistique derrière cette affaire-là, quand même. Mais comment c'est permis de faire la spéculation là-dessus? On le voit avec un certain nombre de diplomates qui s'expriment assez régulièrement sur les ondes, etc., qu'il faut arriver à la négociation, etc. Mais déjà, pour arriver à la négociation, il faut être à deux, et puis il faut être de bonne volonté. Et puis il faut avoir quelque chose à négocier. Chez M. Poutine, la négociation n'a jamais été qu'un ultimatum, finalement. Il n'a eu fait que des ultimata depuis le début, c'est-à-dire l'OTAN sortir aux frontières de 97, etc. Aujourd'hui, bien sûr, on négocie, mais c'est sûr, il faut prendre en compte les gains territoriaux. Donc c'est facile, donc ça veut dire j'ai gagné la guerre, voilà, c'est simple. Alors, l'intégrité territoriale n'est pas questionnée au niveau du droit international. Simplement, il est clair que certains se reverraient bien évacuer le débat, parce que ça va être un point de crispation phénoménal, vraisemblablement quand ça arrivera, si ça arrive, quand on arrive aux portes de la Crimée, aux frontières de 2014. Voilà. Donc là, 14 ou 91 non, aux frontières de 2014, c'est-à-dire après l'annexion. Je veux dire, beaucoup mais normalement, le vrai territoire aimeraient bien... non, mais disent... Helsinki, c'est 91, les frontières de 91. Je comprends bien. Ce que je dis, c'est qu'il y en a qui voudraient revenir simplement au départ du coup, au moment de l'invasion russe du 24 février 2022, c'est-à-dire aux frontières, une fois que Poutine a annexé la Crimée et a proclamé 2 oblasts indépendants. Voilà. Êtes-vous d'accord que si ça se passe comme ça, par exemple 2014, Poutine va aller au Kazakhstan? Il va attaquer le Kazakhstan. De toute façon, il va attaquer quelque chose. Moi, je pense... Alors, je vais vous dire ce que je pense. Le pays pour lequel je me ferai le plus de soucis aujourd'hui, c'est la Biélorussie. Vous savez ce que je peux vous dire? Je pense qu'aujourd'hui, au lieu de s'obstiner, de bombarder ou pas la Crimée, il faut prendre la Biélorussie. Il faut alors ça, c'est un autre truc, mais en y réfléchissant, stratégiquement, tôt ou tard, il y aura un coup d'État, il y a un truc, ils vont vouloir rattacher la Biélorussie à la Russie. Pourquoi voulez-vous que la Russie de M. Poutine soit incapable de renoncer à l'Ukraine, mais renoncerait à la Biélorussie? Et en plus, la Biélorussie, c'est le place d'armes pour menacer davantage l'Europe. Voilà, et puis de repousser les frontières. Et je pense qu'il faut commencer la libération de l'Ukraine par la Biélorussie. Alors là, vous voyez, c'est une autre équation. Je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Si, bien sûr que si. Mais déjà, là où je suis hier, on a d'accord, c'est bombardé. que je ne donnerai pas cher dans les 10 ans à venir de l'avenir de la Biélorussie. Voilà, donc je me trompe peut-être, mais je veux dire, je serai le chef d'État russe, je ne vois pas pourquoi ça serait moins obsessionnel que l'Ukraine. Dans Biélorussie, ça veut dire Russie blanche, hein, c'est bien ça. Donc, donc on est vraiment aussi dans l'affectif russe en Bélarus. Donc ça, véritablement... Alors maintenant, il faut opposer la réelle politique avec la morale, si vous voulez. La morale, le fait que le droit fait que l'Ukraine doit être établie dans ses frontières originales, et la réalité fait qu'un certain nombre de personnalités politiques pensent qu'il faudra être raisonnable et un jour que M. Zelensky arrive à renoncer à une partie pour obtenir de son territoire pour obtenir la paix. Le problème, c'est que c'est pas Zelensky qui décide.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Zelensky n'a pas le choix. Poutine n'a pas le choix, Zelensky n'a pas le choix non plus. Parce que si Zelensky cède quelque chose, il est mort. Oui, non, mais absolument. Mais moi, je ne dis pas que Zelensky, il est c'est mort ce qu'il parce faut que faire. le peuple, son peuple. Moi, je suis militaire. Je ne déteste qu'on m'impose quelque chose par la violence. Et si je suis devenu militaire, c'est pour éviter, quelque part, pour éviter que un jour, un pays tiers, quelqu'un, impose quelque chose par la force à la France. C'est pour ça aussi. Voilà, parce que je crois en mon pays, etc. Donc, je comprends très très bien que M. Zelensky veuille l'intégralité de son territoire, que l'on conserve l'intégrité de son territoire, garantie par les Nations Unies. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Regardez ce qui s'est passé avec le Kosovo. Moi, quand je discutais avec des Russes à Moscou, ça m'arrivait. Les officiers russes, c'était tous des gens du GRU, mais je leur disais, dites la Crimée. Et ils me répondaient, et vous le Kosovo? Ce qu'il me répondait. Oh, mais c'est trop facile. En revanche, je pense non, c'est pas trop facile. Je veux dire, on a à un moment donné dépecé un État souverain inscrit à l'ONU, et on a violé le droit international en permettant la scission, je dirais, d'une partie de cet État. C'est ça la réalité du Kosovo, quand même. Voilà. Quelles qu'en soient les raisons. Donc, quand on nous dit, oui, mais il y aura scission en Ukraine, la Crimée, etc., ouais, so what, puisque vous l'avez déjà fait. Vous avez bombardé Belgrade et vous avez pris le Kosovo. Je veux dire, le problème, c'est que quand on n'est pas totalement vertueux, c'est difficile après d'aller imposer aux gens un certain nombre de normes qu'à un moment donné, on n'a pas respectées. Il y a quand même 2 poids 2 mesures de temps en temps dans le jeu des relations internationales. La communauté, je dirais, internationale, pour ne pas insister là-dessus, mais est plus émue par ce qui se passe en Ukraine que ce qui se passe dans les territoires occupés palestiniens, par exemple. Et pourtant, ce sont des territoires occupés au regard du droit international. À ce propos, ne pensez-vous pas que l'Ukraine va devenir, et c'est ça son intérêt, devenir un grand Israël? C'est-à-dire que quel est l'intérêt demain à l'Ukraine d'entrer à l'Union européenne ou à l'OTAN? Parce qu'elle peut elle-même avoir son propre armée, construire sa propre industrie militaire avec l'aide des Britanniques, ne pas rentrer dans ces organisations lourdes et trop bureaucratiques et avoir des accords à part, comme Israël a un accord avec les États-Unis. Moi, je n'y crois pas du tout, parce que, je veux dire, l'assurance vie, ça reste l'OTAN. On voit bien des pays comme la Pologne ont voulu rentrer dans l'OTAN, tout le monde veut rentrer dans l'OTAN, ce qui n'empêche pas de développer son industrie, de développer son armée, puisque, comme je l'ai expliqué, l'OTAN, ça n'est que la somme. Mais l'Israël se protège très bien tout seul. Hein. Oui, mais elle est protégée aussi, elle est beaucoup aidée par les Américains. Parce que direct, si c'était l'OTAN, peut-être que... Oui. Et puis c'est un petit pays, donc en fait, le problème d'Israël, c'est que l'Israël n'a pas de profondeur stratégique. C'est-à-dire que le jour où, imaginons qu'il y ait une armée puissante, etc., qui attaque, on peut traverser le pays en quelques heures. Donc Israël a des problématiques qui ne sont pas celles de l'Ukraine, qui est un immense territoire plus grand que la France. Alors, vous voyez, donc je crois qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Et puis, en Israël, c'est Israël qui occupe, c'est pas Israël qui est attaqué aujourd'hui. Israël occupe les territoires palestiniens, continue la colonisation, donc on n'est pas dans le même jeu. Mais la problématique sur le plan émotionnel est encore différente, etc. Mais moi, je évoquais Israël pour dire beaucoup de gens du tiers-monde qui ne nous rejoignent pas disent, regardez, mais vous fichez des Palestiniens et puis vous occupez des Ukrainiens, donc il y a 2 poids 2 mesures. À propos de Kosovo, est-ce que je peux vous poser une question? Je vais essayer de la formuler. Imaginons, la Russie devient un pays démocratique, et puis elle laisse les territoires qui appartiennent à l'Ukraine, la Crimée et tout. Est-ce qu'il ne va pas se passer exactement ce qui se passe en Serbie? C'est-à-dire que, au nom de la démocratie, maintenant, on va protéger au Kosovo des Serbes qui vivent au Kosovo. Et pourquoi pas? C'est ce qu'on fait déjà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand la Russie va devenir démocratique, elle va demander toutes les organisations de l'Europe, au nom de droits de l'homme, de protéger les Russes qui sont dans la Crimée, parce que forcément, ils vont se sentir comme des victimes. Oui. Et ça va être le monde à l'envers. C'est-à-dire que l'Ukraine va être attaquée par l'Europe démocratique, par la Hongrie démocratique, par la Pologne démocratique. Mais je pense que le jour, en toute honnêteté, où imaginons que l'Ukraine retrouve son intégrité territoriale, il faudra quand même inventer un statut d'autonomie assez particulier pour ces pays-là, pour ces régions-là. Le problème, c'est qu'en Crimée, moi, je n'y vois plus du tout clair.
la majorité quoi? Il y a eu des dépeuplements, repeuplements, translation de population, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraisemblablement en matière pro-russe, majorité pro-russe, mais demain, il y a un statut d'autodétermination, par exemple. Quel est le corps électoral qu'on va accepter? C'est certainement pas celui qui a été amené depuis 2014. C'est extrêmement compliqué. Quelle démographie, etc. On ne va pas accepter. Donc vous voyez, ça sera quand même une problématique très compliquée, et dans tous les cas de figure, il reste quand même des Russes, des russophones, etc. Ça ne peut se résoudre que par une autonomie assez importante. Et le problème aujourd'hui au Kosovo, c'est que le pays a été reconnu par un certain nombre de... il n'est pas reconnu par tout le monde, mais il a été reconnu quand même par un certain nombre d'États dans le monde. Et donc, j'ai du mal à imaginer que le mouvement soit réversible au Kosovo. Donc, c'est une situation quand même c'est une espèce d'abcès au corps de l'Europe qui risque de durer pour des années, parce que les Serbes n'ont pas forcément... je dirais, des raisons d'accepter cet état de fait. Et puis, alors moi j'ai été au Kosovo, hein, j'ai été 7 mois là-bas. Le nord de l'Ibar est serbe, c'est une réalité absolue, à majorité serbe. Alors, on donne le droit des Kosovars à disposer d'eux-mêmes, mais pas le droit des Serbes à être attachés à la Serbie. Bon, ça. Donc on a faut dire, il y a un moment, il faut être raisonnable. Alors après on nous dit non, au nom de l'intégrité du territoire du Kosovo, qui est même pas reconnu par tout le monde, il faudrait pas reconnaître que les Serbes sont Serbes du nord de l'Ibar. Vous voyez, il y a quand même des... Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Hein. Je dis, il y a beaucoup de contradictions, qui doivent être résolues. Hein, quand on dit du droit des peuples, à ce moment-là, eh bien, qu'on fasse des référendums d'autodétermination, et puis le Kosovo s'arrêtera à l'Ibar. Et puis la Serbie récupérera un bout, Mitrovica, et puis cette région-là. Mais non, aujourd'hui, c'est pas ce qui se fait. Et donc là, on a un conflit gelé. Moi qui étais DG, j'y suis allé en 2002. Il n'y a rien qui a évolué. On en est toujours là. Vous voyez. Donc ces conflits gelés, c'est quand même des pétards à retardement tôt ou tard. Mais du coup, l'Ukraine, est-ce que ça va être ça aussi? On a Nord-Karabakh, regardez ce qui s'est passé. Ça a été gelé exactement. depuis 91, et puis ça a explosé d'un coup. Donc là, l'acheter se paye toujours. Moi, c'est ça que je voudrais dire simplement. C'est que quand on ne prend pas les bonnes décisions, on calme le jeu, on met sous le boisseau, on attend, eh bien, à un moment donné, quand on ne prend pas les décisions, la non-décision se paye toujours, parce que ça explosera tôt ou tard. Voilà. Oui, je pense à Emmanuel Macron qui était avec Poutine pendant le match de football en 2014 et qui était très content. Oui, mais je pense que le président, il croyait encore à l'époque que Vladimir Poutine pouvait être raisonné. Et moi, je l'ai cru aussi. Hein. Non. Mais si, en 2022, j'ai vu les troupes s'amasser à la frontière, j'ai dit, un peu comme beaucoup de monde, il a trop à perdre, il ne le fera pas. C'est pas stupide, parce qu'il a tout perdu, mais il l'a fait quand même. Après, on n'est pas... Je veux dire, vous avez une chance sur deux de vous planter. Je veux dire, c'est oui, c'est non, voilà. Mais moi, mon analyse, c'était... si l'attaque, c'est pas rationnel, il a une armée de 180 000 hommes, c'est pas suffisant. Il n'arrivera à rien, il risque de se faire étriller, et donc il ne le fera pas. C'était ça que je me suis dit, moi. Et j'ai eu un moment de sidération, je dis, mais pourquoi il fait un truc pareil ? Ça n'a pas de sens. Il avait déjà sa Crimée, il avait déjà ses oblasts, il avait un conflit gelé qui lui était favorable. Pourquoi a-t-il fait ça? Et moi, je n'ai pas la réponse, hein, vraiment. J'ai peut-être une réponse qui est une question en même temps, parce que vous connaissez l'histoire et pas moi, l'histoire des guerres. Ne pensez-vous pas que le problème des Russes, c'est le problème des frontières qui sont toujours comme une espèce de membrane, et aussi bien territoriale que les frontières personnelles. C'est-à-dire que le Russe, comme il est toujours envahi par l'État, jusqu'à sa chair, en fait, il ne sait pas ni faire des frontières. Parce que chez vous, en Occident, il y a la frontière de la vie privée, par exemple. Tu dis, tu ne vas pas chez moi parce que c'est chez moi maintenant. Il n'y a pas de chez moi en Russie. Parce qu'il y a... en fait, on est des enfants des peuples nomades. Oui, d'accord. Oui, mais ça, vous vous fantasmez comme ça aussi. Vous n'avez pas que des enfants des peuples nomades. Non. Notre fantasme, l'héritage ukrainien c'est ça, des notre Vikings, Varegs, etc. n'est pas forcément... Mais notre réalité, c'est que notre État, il est plutôt l'héritage des nomades. Et donc, nomade, c'est quelqu'un qui ne peut pas croire à des choses fixes, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir et prendre. Et donc, c'est ancré en nous. On n'a même pas, on ne peut même pas être sûr de ne pas être envahi dans notre chair
parce que même notre chair ne nous appartient pas. Regardez, on a décidé pour les Russes de devenir la chair à canon, et ben, on accepte. En fait, il y a une espèce de psychologie suicidaire chez les Russes. Et puis de complexe d'encerclement permanent. Oui, tout à fait. Et donc, le fait qu'on ne sait pas créer des frontières, c'est aussi qu'on ne peut pas respecter les frontières, parce qu'on ne croit pas aux frontières. Voilà. Et on croit aux États tampons. Et donc, on a toujours besoin d'avoir des États clients à portée de la main, qui font frontière entre l'ennemi pensé, rêvé, fantasmé, et puis soi-même. Ceci dit, ça existait en Europe. Le phénomène des marches. Il y a toujours des marches, il y avait des marches au niveau de l'Empire romain, et puis il y a des marches au niveau, à l'époque carolingienne, c'est-à-dire que sur les zones frontières, on mettait des marches, et qu'est-ce que ça donnait comme terme nobiliaire? Marquis. Un marquis, c'est un comte des marches. C'est-à-dire que c'est un dux, au sens latin du terme, militaire, qui est nommé spécialement pour défendre les approches d'un empire. Vous voyez? Donc ça existait. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que la Russie n'est pas sortie de cette logique. Et que la Russie, aujourd'hui, défend toujours un espèce de précaré qui lui appartiendrait de droit, ou bien de facto, ou bien historiquement, avec le droit de dire ce que des gens qui vivent à côté de vous ont le droit de faire ou de ne pas faire. Ils ont juste le droit d'être autonomes, d'obéir, et ils n'ont pas le droit de décider de leur destin, parce que vous êtes trop proche de nous, et que voilà, et puis que finalement vous êtes un État tampon bien pratique. Et en fait, c'est ça un peu la querelle aujourd'hui. C'est la Deuxième Guerre mondiale a officialisé cette politique des marches, avec des États comme les États de l'Est, qui étaient des États tampons très commodes pour ne pas être, que l'Occident ne soit pas en contact avec la Russie, et qu'aujourd'hui, la Russie prétend qu'elle a encore un droit de regard sur un certain nombre d'États qu'elle ne domine plus. Et c'est ça que l'ordre international ne supporte plus aujourd'hui, je crois. Oui, peut-être. Encore une fois, pour profiter de vos connaissances historiques, parfois, l'armée ukrainienne me fait penser à la guerre entre les Grecs et les Perses, parce que les Perses étaient nombreux. Oui. Enfin, les Perses, c'est les Russes, et les Grecs, c'est les petits, c'est les Ukrainiens, même s'ils ne sont pas si petits que ça. Oui. À laquelle des guerres vous fait penser cette guerre-là? Moi, je vais vous dire, soit... Si c'est pour chanter la gloire des Ukrainiens, c'est plutôt la guerre entre les Perses et les Grecs. Et sinon, la guerre des 30 ans de changement des époques. Parce que tout à l'heure, vous parlez de changement des époques. Moi, je pense qu'on est dedans. Alors, on est dans le changement d'époque, mais la guerre de 30 ans, c'est une guerre, j'allais dire, impériale entre grandes puissances européennes. Finalement, c'est un jeu relativement classique entre le Habsbourg, le français, les États allemands, etc. Mais c'est ce qui se passe. Regardez, on parle toujours de Bakhmout, mais en fait, c'est pas ça. Je ne sais pas du tout pourquoi on continue de parler de Bakhmout. Ouais. En fait, Loukachenko va en Chine. La Chine se mêle parce qu'elle a compris qu'on va partager le gâteau. Hein. Donc il faut se mêler maintenant. Macron va aller en Chine. Le Chinois envoie va à Moscou, envoie quelqu'un à Moscou, va en Iran. En fait, c'est bon, on y est. Hein. Ah ben là, vous parlez d'un conflit qui est mondialisé. Ben oui. Alors que là, à l'époque, le conflit, il n'était pas simple. Alors, avec des pays qui ne sont pas belligérants, mais qui participent indirectement. Je pense que la guerre de 30 ans, c'est une guerre généralisée en Europe. Hein. Mais bien sûr. Puisque moi, j'ai mon village dans l'est de la France, où j'ai encore quelques racines, en 1636, a été brûlé par les Suédois. Enfin, il venait de loin quand même. Hein. Vous voyez, donc, moi, je pense qu'on y est. Voilà. C'est juste que c'était 17e siècle et on est en 21e. Oui, mais 748, il y a l'ordre westphalien qui, effectivement, il y a une rupture dans l'ordre européen. Par contre, la guerre, je ne vois pas en quoi elle ressemblerait. Je vais essayer d'expliquer. Je vais essayer de vous expliquer. Parce qu'en fait, cette guerre de 30 ans, qui était entre enfin, il y avait des catholiques, des protestants. Mais les lignes n'étaient pas catholiques et protestantes. Oui. En fait, c'est devenu une espèce de guerre impériale entre grandes puissances en fonction de leurs besoins. En fait, c'était la guerre pour l'interprétation des textes saints, autour de l'interprétation des textes saints. Oui. Et aujourd'hui, ça c'est un prétexte. Bien sûr. Mais aujourd'hui, cette guerre de 30 ans nous a fait naître
modernisme. Oui, l'ordre westphalien, c'est-à-dire des États avec des blocs d'États modernes, etc. Dont on vit la fin, parce que vous êtes d'accord. Je pense qu'on est arrivé au bout Je suis d'accord avec le phénomène de rupture, pas avec le phénomène d'analyse de la guerre, mais le phénomène de rupture, qu'on était à une période charnière. On est sorti, là, je veux dire, on vit les dernières heures des métastases de l'après-guerre. Et donc, on va avoir un nouvel ordre mondial, forcément, après cette affaire-là. C'est pour ça que c'est une rupture. C'est pour ça que je pense à la guerre de 30 ans. Par contre, la guerre qui me fait le plus penser à la guerre actuelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la guerre russo-finlandaise de 1939-40, qui a des similitudes absolument... Pour moi, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et la guerre de maintenant, dont je ne connais pas le mot, mais ce n'est pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie, au fait, c'est la guerre de 30 ans, coupée en morceaux. Parce que la Première Guerre mondiale, pareil, elle n'avait pas de cause visible, c'est juste que la masse de problèmes et la masse de gens qui voulaient la guerre, parce qu'il y a trop de... philosophiquement parlant, il y avait trop de questions. Et je pense que la guerre commence quand une masse critique de gens qui veulent la guerre devient ingérable. Et pour moi, ça a commencé en 1914, et aujourd'hui, c'est peut-être... il y a un enchaînement, ça, ce qui est évident, c'est qu'il y a un enchaînement. 1914, c'est l'écroulement de l'ordre européen, finalement, puisqu'il y a des empires qui ne s'en remettent pas. Il y a l'Empire austro-hongrois notamment, l'Empire ottoman, qui dominait comme encore une partie du Moyen-Orient et de la Méditerranée, des empires qui éclatent un peu comme l'Empire russe, qui devient soviétique, mais qui a perdu une partie, etc. Donc là, effectivement, il y a une espèce d'éclatement de l'ordre mondial, qui fournit comme métastase la révolution russe. Il n'y aurait pas eu la révolution russe de 17 sans les débâcles russes sur le front de l'Est et le mécontentement des soldats, etc., et qui était très très propice, je dirais, à la propagande bolchevique notamment. Donc, et puis ça, c'est bien sûr, en boule de neige, la Première Guerre mondiale fournit la Deuxième Guerre mondiale, fournit la guerre froide. Je veux dire, il y a une logique dans tout ce qui se passe depuis un siècle. Ça, il n'y a absolument aucune idée. Et là où je suis d'accord, c'est que on est en train de sortir de l'ordre post-45, à mon sens. Oui. Voilà. L'ordre post-45, c'est un nouvel ordre mondial qui établit de blocs, avec des zones d'influence, mais de manière finalement assez traditionnelle. C'est un peu le congrès de Vienne, on l'a bien battu, et maintenant on se répartit la planète, de 1815. Et là, effectivement, les frustrations russes amènent qu'aujourd'hui, cet ordre international vient de péter, à tel point qu'on ne sait pas à quoi ressemblera la Russie de demain matin, finalement. Est-ce que, par exemple, imaginons une défaite complète de Vladimir Poutine. Je ne sais pas si c'est souhaitable que la Russie éclate, mais imaginons qu'il y ait des revendications Moi, je pense que la Chine va prendre ses territoires historiques. Qui a des frustrations aussi. Historiquement, une partie de la Sibérie a été conquise sur la rive gauche de l'Amour. Sur l'Empire chinois. Donc, eux, ils regardent ça en disant, si un jour je peux croquer 145 millions, 1 million, 1,5 milliard, un énorme morceau. Ils tiendront nulle part. Hein, ça c'est évident. Et donc... une de mes inquiétudes, c'est l'éclatement de la Russie. Pourquoi ça vous inquiète ? Parce que je pense que ça va produire des métastases sur 50 ans. Ça va fournir des conflits partout, des revendications territoriales. Je veux dire, toute remise en cause des frontières garanties par les traités internationaux produit des métastases. Regardez bien, la chute du mur a produit la libération d'un certain nombre de pays en Europe, mais produit la situation actuelle, qui est une situation extrêmement volatile, inflammable, instable, si vous voulez. Donc la Pologne, bien sûr, quand on va voir les Tchèques, les Slovaques, etc., les Roumains, et j'en passe, bien sûr, 91, pour eux, c'est fondateur, ils retrouvent leur liberté. En même temps, est-ce que le monde est plus stable aujourd'hui qu'il l'était avant ? Vraisemblablement pas. On ne sait pas où on va, là. Donc, c'est peut-être une décomposition pour une recomposition pour du bien à long terme, mais la révolution de 17
a produit un éclatement phénoménal dont on a les métastases 100 ans après. L'éclatement de la Russie provoquera des métastases pour des dizaines d'années. Dans les revendications, les guerres d'indépendance, le fait qu'ils voudront reprendre, machin, je veux dire, il faut pas être... alors, qu'est-ce qui vaut mieux, la stabilité, le droit des peuples, je ne sais pas. Mais en tous les cas, soyons pas naïfs. Hein. Un éclatement de la Russie ne sera pas neutre sur le plan des relations internationales. On est parti sur un cycle long, si ça arrive. Ah non, mais ça c'est sûr que c'est long. Mais même si la Russie n'éclate pas... c'est-à-dire que le cas de figure rêvé, c'est un changement, le coup d'État pacifique, avec des types de bonne volonté qui arrivent à Moscou et qui disent nous, on va revenir à un jeu traditionnel d'équilibre des forces, et on est vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Mais enfin là, on est un petit peu dans la politique fiction, parce que si Poutine disparaît demain matin, on n'est pas sûr que ça va pas être pire, en fait. Patrouchev et toute la bande là, et autres Prigogine qui attendent au coin du bois. Non, mais on ne peut pas raisonner comme ça, parce que de toute façon, un jour, il va mourir. Bien sûr, un jour, il va mourir. Mais en effet, le problème, c'est que Poutine, c'est juste... mais moi, l'après-Poutine m'inquiète beaucoup. Beaucoup. Voilà. Bien sûr, mais dans ce cas-là, malheureusement, il faut faire tout pour que ce système meure. Pas que Poutine. Oui, mais comment on le fait mourir il est difficile de battre la Russie à place couture sans rentrer dans ses frontières. On ne le fera jamais. Donc au mieux, on le raccompagne, il transforme sa victoire en défaite, sa défaite en victoire. Tout à l'heure, vous dites que la flotte russe, si elle coule, voilà. Non, mais la Russie n'a jamais été une puissance. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois l'armée, elle peut être anéantie sans même. Non, mais vous avez raison. Ce que je dis, moi, alors parce que pareil, je suis historien. Lorsqu'on regarde passivement en se disant la seule chose que ça aille mieux, c'est d'attendre passivement qu'un événement hypothétique et improbable arrive, on n'est pas arrivé. Oui. Je veux dire, les événements, il vaut mieux les diriger que les subir. Voilà. Et donc, quand on dit « Ah, demain, on aura peut-être un coup d'État. Ah, demain, il sera peut-être plus là et ça sera mieux. » Oui, et voilà. Hein, bon. Oui, parce que tout à l'heure, on m'a posé la question... C'est quand même super aléatoire comme raisonnement. Hein. Nos amis journalistes m'ont posé la question sur la déclaration de Zelensky qui a dit de toute façon, les carnivores vont se bouffer entre eux. Il est naïf, lui, parce que ils se sont bouffés, bien sûr, entre eux. Ces carnivores, bolcheviques, soviétiques, staliniens et tout, mais en même temps, ils nous bouffent, nous. Voilà. Et on ne peut pas lutter contre un carnivore avec les moyens végétariens. Voilà. Bien sûr, mais moi, je crois surtout aux événements à venir que quand j'essaye de les maîtriser et non pas quand je les regarde arriver de manière passive. Vous voyez, c'est pour pas vivement que le régime Poutine tombe parce qu'ils sont carnivores et vont se manger. Maintenant, quand les carnivores se mangent, il y a toujours le type en haut de la chaîne alimentaire qui a mangé les autres. N'oubliez pas. Donc ça se termine toujours par le Velociraptor Rex au sommet de la chaîne alimentaire qui a mangé tout le monde et puis qui reste un carnivore. Donc ça reste dangereux. Voilà. Votre livre, L'armée romaine, première armée moderne, quelles sont les leçons de cette armée à appliquer à la situation d'aujourd'hui? Alors, ce livre, je l'ai écrit parce que j'ai fait un doctorat d'histoire antique il y a quelques années et que je me suis aperçu, j'avais l'impression que j'allais découvrir des événements un peu datés, un peu exotiques, vous voyez, comme quand on va en vacances, on voit des temples, etc., c'est sympa. Et en fait, j'ai découvert un système militaire en lisant les textes. J'en avais lu beaucoup quand j'étais jeune quand même, mais qui sont d'une étonnante modernité. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que les fondamentaux militaires ont assez peu changé. C'est-à-dire que ce qui était valable comme principe de la guerre hier l'est toujours aujourd'hui. Et il y a un certain nombre de principes de la guerre que je décris dans cet ouvrage, et que Vladimir Poutine n'a absolument pas respecté. Et par exemple, eh bien, il y a un principe de la guerre de Foch. Donc il n'a pas d'excuse de ne pas connaître Foch. En plus, son état-major, en plus, qui sont issus quand même, il y a des Joukov, des machins. Oui, mais enfin... C'est un KGBiste, voilà. c'est pas des militaires. Oui, c'est un KGBiste. Alors après, peut-être, on n'a pas l'impression que son état-major ait été ravi d'entrer en guerre. Peut-être savait-il que ça... Ils ne sont pas militaires non plus. Que ça allait mal se passer. Chouï ou non, Gerasimov, oui. Mais le problème, c'est... Souvent, dans les régimes totalitaires, c'est la médiocrité au pouvoir. Hein. C'est le fidèle et pas forcément le plus performant. On l'a vu d'ailleurs, en 1938 avec les purges staliniennes. Touchachevski, tous les types qui avaient gagné la guerre civile, qui étaient des soldats
des brutes, mais des soldats remarquables sur le plan militaire ont été éliminés. C'est une des explications de la débâcle de 1941, et puis des taux de perte effrayants également des soviétiques au début de la guerre. Hein. On dit, ils ont résisté héroïquement, sans doute. Le fantassin, le soldat a résisté héroïquement, mais le taux de perte est beaucoup dû à l'incompétence de chefs, parce que les chefs avaient été décapités. Hein. C'est 35 000 officiers, c'est 9/10 des officiers généraux, etc. Enfin, c'est ça. Hein, voilà. Donc là, on découvre une armée qui est incompétente. Et on découvre une armée qui ne respecte absolument aucun des principes de la guerre. Et le premier principe de la guerre, c'est la concentration des efforts. Donc concentration des efforts, c'était théorisé par Foch. Mais quand on regarde bien ce principe-là, il était déjà respecté du temps des Romains. Donc les Romains ont toujours compris qu'il fallait concentrer les troupes à un endroit pour pouvoir percer, et pour pouvoir gagner la bataille. Si vous êtes dispersés, vous n'allez nulle part. Et d'ailleurs, ils ont inventé un proverbe qui dit « Nusquam est, qui ubique est ». On est nulle part quand on veut être partout. Et qu'est-ce qu'a fait Vladimir Poutine le 24 février 2022 ? En fait, il n'a pas dû aller en Kiev. Il a dû attaquer Zaporozhye. Il a été attaqué partout. Il voulait prendre Odessa, au nord, au sud. Il voulait prendre Kiev, il voulait prendre Kharkiv, il voulait prendre tout. Et en fait, il a rien fait. Je pense qu'il a fait la guerre psychologique parce qu'il est de KGB. Il pensait que les Ukrainiens allaient craquer psychologiquement. Sauf que... Mais il pensait surtout qu'il voyait une guerre, parce que sans doute trahi par son service de renseignement, et qu'il n'acceptait sans doute de n'entendre que ce qu'il avait envie d'entendre, c'est-à-dire ce qui lui fait plaisir. C'est une des tares je dirais, des dictatures, ça. Hein. C'est-à-dire, on n'ose plus dire au chef. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre d'opium. Voilà. L'opium, pareil, on lui a dit tout va bien, jusqu'à tout... Voilà, donc en fait, on lui dit tout va bien, on lui dit ils nous attendent comme en 2014, ça va se passer comme en Crimée, quelques mecs ont tué Zelensky, on saisit les lieux de pouvoir, l'affaire est réglée, et d'ailleurs on met en place 60 km de queue de policiers, pas de blindés, hein. On a toujours dit 60 km de blindés au dos. Il a fait des bouchons, C'était des véhicules à roues avec des policiers à bord. Donc, pour le maintien de l'ordre, pas pour conquérir une ville. Voilà. Donc, d'abord, on l'a trompé. Ensuite, il se dit, puisque c'est pas la guerre, je pense que le terme opération militaire spéciale, c'était juste au début, dans sa pensée. C'est, on va libérer un pays qui est un pays frère, qui est sous l'oppression de TAC, voilà. Et donc, il n'y a aucun souci. Et donc, il a un TAC avec des forces insuffisantes, 160, 180 000 hommes, vraisemblablement. Oui, parce qu'à Prague, en 69, il y avait 500 000 personnes qui sont entrées d'un coup à Prague. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, pour prendre Kiev, il aurait fallu 500, 700 000 personnes. Oui, et il en a envoyé 30. Oui, et il a envoyé 180 000 hommes sur 1200 km de front. C'est ça, la réalité. Donc, il ne pensait pas faire la guerre, il se disperse, et il n'atteint absolument aucun de ses objectifs. Voilà. La deuxième chose, c'est l'économie des moyens, c'est-à-dire en cas de guerre, on utilise le minimum de force pour le maximum d'effet. C'est-à-dire, c'est la prise de judo. J'utilise la force de l'adversaire, je le déséquilibre. Donc en fait, on garde toujours des forces en réserve, on garde toujours le maximum de force pour pallier, je dirais, à ce qui est inattendu. Parce que l'art de la guerre, c'est pas l'art divinatoire. Oui. Parce que les gens confondent beaucoup ça. Vous êtes militaire, vous avez raconté des conneries. Mais l'art de la guerre, c'est de voir toutes les éventualités et de dire comment je répondrai à chacune des éventualités qui se présentent. Et quelquefois, il y a l'éventualité à laquelle vous n'avez pas pensé, c'est pour ça que vous faites avoir. Mais que si vous avez pensé à toutes les éventualités, je pense plutôt qu'il va faire ça. Ah merde, il ne fait pas ça, mais moi, il fait ça. Mais la solution numéro 3 ou 4, moi, je l'avais pensé, et donc, en fonction de sa réaction, moi, je peux faire ça. Donc, nos états-majors sont équipés pour penser. Ils sont équipés pour, gérer et dominer le chaos. C'est-à-dire que quand plus rien ne fonctionne, le propre d'un état-major performant, c'est de ne jamais être surpris par l'ennemi. L'ennemi ne fait jamais véritablement ce qu'on a attendu de faire. Hein. Le maréchal Mock disait « la première victime à la guerre, c'est le plan ». Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans la tête de l'ennemi. Ce qu'on disait, va-t-il attaquer ou pas ? Bon. Donc l'ennemi fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Par contre, on n'a pas le droit d'être surpris. C'est-à-dire on dit, c'est pas l'option 1 que j'avais choisie, par contre, celle-là, je l'ai anticipée aussi, donc je vais m'adapter. C'est ça, en fait, la chose militaire. Et donc, on garde toujours des forces en réserve pour pouvoir parer à l'imprévu. Et là, on l'a bien vu.
il attaque partout, il fait rien du tout, mais il est incapable de réagir. Il a dispersé ses forces, il n'a plus de force en réserve, il a épuisé toutes ses forces du nord au sud, sans être capable de faire face à tous les imprévus, à toutes les situations non conformes qui ne correspondent pas au plan et qu'il n'a pas anticipé. Donc il n'a plus rien derrière. Il se fait battre, mais en plus, il est incapable d'avoir un plan alternatif. Vous voyez? Voilà. Et donc, il viole le troisième principe de la guerre, que je décris dans ce livre, c'est la liberté d'action. Et la liberté d'action, c'est ce que je viens de dire. Ça ne se passe pas comme prévu, mais moi, j'ai les forces en réserve. Et comme je n'ai pas engagé tous mes pions dans un coin, je suis capable de faire une bascule d'effort, d'aller à droite, à gauche, et de réagir à ce que l'ennemi est en train de faire et qui n'était pas ce que j'avais prévu au début. Donc, concentration des efforts, économie des moyens, liberté d'action, les trois principes de la guerre, aucun de ces principes n'a été appliqué, sans doute parce que incompétence, et puis, mauvaise analyse de la situation de base. Et puis, l'éventualité que ça dégénère en conflit n'avait visiblement pas été théorisée. C'est ça, en fait, le truc. C'est que, et si ça se passe mal, enfin, c'est la première chose qu'on se dit. Et si ça se passe pas comme on veut, et si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, ça s'est passé mal, il n'avait pas prévu que ça se passerait mal. Il était impossible que ça se passe mal. Et ça se passe mal. Et donc, il viole absolument tous les principes de la guerre qui permettent à un chef de rester véloce et de ne pas se laisser imposer la volonté de l'ennemi. Et à partir du moment où il se fait bousculer partout et il retraite en désordre absolument sur tous les fronts. Et aujourd'hui, pourquoi je dis ils ont perdu leur capacité de nuisance, je ne crois pas à une véritable offensive, etc. pour le moment, c'est que je pense qu'ils n'ont pas régénéré leur capacité, leur potentiel militaire qui leur permettrait de reprendre, de reprendre l'ascendant sur l'ennemi et de percer les lignes ukrainiennes. Il paraît que les Ukrainiens, qui n'étaient pas du tout prêts à la guerre non plus, les militaires ukrainiens en parlent maintenant assez ouvertement parce que ce n'est plus aussi dangereux que ça n'était il y a quelques mois. Donc ils disent on n'était pas prévu, ni on avait des stocks, ni psychologiquement on n'était pas prévu, mais ils ont repris la main parce que le peuple ukrainien est profondément anarchiste. Et qui dit anarchiste dit quelqu'un qui peut s'organiser au niveau presque citoyen, au niveau de bandes, au niveau de milices. De côté de la Russie apparaissent ce qu'on appelle les armées privées. Et les armées privées, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Là aussi, je pense à la guerre de 30 ans, parce que von Wallenstein créait des armées privées. Et puis, du côté des Ukrainiens, on a l'impression que cette auto-organisation des gens entre eux, c'est elle qui a fait qu'ils ont fait la résistance. Ce qu'on appelle les maquis, les résistants, et en plus ils sont armés. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les Ukrainiens, après la guerre, ça ne va pas être le pays des mercenaires? Ah non, je ne crois pas, parce que la différence entre la Russie de M. Poutine, des Wagner, etc., et ce que l'on voit là, c'est qu'aujourd'hui, le combat n'est mené que par des troupes régulières. Il n'y a pas de militaires privés. S'il y a des partisans, ils sont derrière les lignes adverses. Mais aujourd'hui, toutes les brigades qui sont... je veux dire, autant il y a pu avoir une improvisation les premiers jours de la guerre, où citoyennement, les gens ont pris une Kalachnikov, ont renseigné avec leur iPhone, etc. Et ce qui m'a fasciné, moi, c'est cette capacité d'adaptation. Combat décentralisé aux plus petits échelons. Mais c'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est la population. Capacité d'initiative du chef, à la différence du chef russe, lui, c'est la doctrine soviétique, il n'avait pas évolué depuis la Deuxième Guerre mondiale. Capacité d'initiative du chef, capacité d'adaptation, d'utiliser tous les vecteurs civils et militaires, d'utiliser tout ce qu'on a à sa disposition autour de soi, pour atteindre un objectif. Et donc ça, c'est, je pense, que plus la volonté de combattre, les forces morales, c'est ce qui leur a permis de tenir dans les premiers jours et de s'organiser vraisemblablement. Mais n'oublions pas qu'ils ont beaucoup été aidés en cela par l'incompétence, j'allais dire, crasse
chronique c'est sûr. du commandement russe, qui n'a absolument rien fait de ce qu'il fallait faire pour la prise de l'aéroport de Gostomel est un sommet d'incompétence. Hein. C'est pareil, ils pensaient qu'ils allaient arriver, qu'ils prennent l'aéroport d'assaut, que l'affaire est réglée. Ils n'ont même pas prévu qu'il pouvait se faire descendre des avions avec les parachutistes à bord. Donc ça, c'est le désastre fait par des unités d'élite. Donc c'est un truc qui a dû être avec des maquettes, des bacs à sable, répétés, etc. Tu vas là, tu t'installes là. Donc chacun devait savoir ce qu'il y a à faire, sauf que au sol, il n'y a pas des gens qui vous accueillent, il y a des gens qui vous tirent dessus. Et donc ils ont tout prévu sauf l'ennemi. Ils n'ont pas pensé l'ennemi. Et ça c'est le péché mortel absolu. À aucun moment, les troupes de Vladimir Poutine, en début de guerre, n'ont pensé l'ennemi, ce qu'ils pourraient faire, comment ils pourraient agir. Ils étaient dans une logique où je manœuvre et ça se passe bien parce que je suis l'armée russe et que ça va bien se passer. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est assez sidérant quand même avec le recul. Pour la deuxième, ce qu'on pensait être la deuxième armée du monde. Oui. Non, mais je parle des milices parce que j'ai l'impression, c'est peut-être faux, que aujourd'hui, quasiment tous les Ukrainiens sont armés par des Kalachnikov, par n'importe quelle arme. Et il y a des gens dans les villages qui se comportent en militaires. Et j'ai l'impression que peut-être quand la guerre va terminer, on aura affaire avec une grande population ukrainienne masculine qui va être traumatisée par la guerre forcément, mais quand on avait les Américains qui, après le Vietnam, rentraient dans leur pays, qui n'étaient pas en guerre, là, ça va être les gens traumatisés qui vont rester sur un territoire quasiment rasé. Donc, ils voudront une revanche, ils vont pas dire au revoir à la vie de guerrier tout de suite. Est-ce que ceux-là ne vont pas devenir comme une espèce de légion étrangère pour aller, par exemple, en Afrique? Il y en a peut-être qui voudront, comme ont fait les soldats allemands qui se sont engagés en masse dans la Légion étrangère française après la guerre, mais il ne faut quand même pas négliger le fait que quand on s'est beaucoup battu, on est content de ne plus se battre non plus. Quant à faire que les milices ukrainiennes deviennent des mouvements subversifs avec des gens violents, etc. Il y aura de la violence. Après la guerre, on sait très bien qu'il y a des gens violents, mais même nous, quand on rentrait d'opération, à un moment, il faut se réhabituer à la vie de famille, hein, parce que on change de monde, on clique, on bascule, voilà. À tel point qu'on a prévu des sas de décompression. Hein, les gens qui se battaient... moi, c'était pas mis en place à l'époque où j'étais, mais après, les combats en Afghanistan, etc., il y avait à Chypre, on passait 3 jours dans un hôtel, on débriefait au bord de la piscine, sans véritable discipline militaire, pour que les gens reviennent au calme avant de retrouver leur famille. Mais derrière, vous avez toujours le type qui devient violent, qui claque sa femme, ses enfants, qui comprend plus que, etc. Donc ça peut arriver. Maintenant, est-ce que c'est vraiment arrivé après la Deuxième Guerre mondiale en France? Non, pas forcément. Je veux dire, il faut pardon, mais la France, Deuxième Guerre mondiale... la France, à la fin de la guerre, il y avait 800 000 soldats sous les armes. Je veux dire, au combat de la libération, on les a quand même participé. Puis on a eu beaucoup de pertes pendant la guerre de 39-40. Je veux dire, on a eu plusieurs centaines de milliers de morts quand même. Bon. Et puis donc, on n'est pas le protagonisme, j'allais dire, principal de la Deuxième Guerre mondiale, mais alors parlons de la guerre 14-18, qui est voilà, la guerre 14-18, ça n'a pas généré un ordre subversif en France après. Par contre, il faudrait étudier le nombre de divorces qu'il y a dû avoir dans les familles suite à la guerre, les syndromes post-traumatiques. Moi, j'en ai connu, hein, les syndromes post-traumatiques dans les unités qui revenaient du Mali, d'Afghanistan, etc. C'est terrible à voir, ça. Hein. Psychiquement, on voit des types détruits qui ont le regard vide. Donc ça c'est dangereux. Maintenant, l'homme armé qui risque d'être un problème pour son pays. Je dis pas risque. J'y crois moyennement. C'est pas dans un mauvais sens du terme. Et puis aujourd'hui, on voit bien, je dirais, le désordre des débuts de guerre où on se pointait à la mairie, on recevait une calache, c'était la milice en armes. Aujourd'hui, tout ça s'est organisé avec des unités régulières. L'État ukrainien, à mon sens, enfin, dans ce que je vois, je me trompe peut-être, me semble dominer son affaire. Et il y a une mobilisation, il y a des jeunes qui partent sur Darpo, on forme des brigades au combat. C'est pas des types en jean avec la Kalachnikov en bandoulière comme on voyait au début de la guerre. Là, on est vraiment affaire à des soldats qui sont encadrés. Et voilà. Donc,
Après, bien sûr, le drame il est déjà arrivé. Je veux dire, il y aura des drames après la guerre qui dureront des années, y compris les gens éclopés. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Un mort, il est mort, on l'enterre, on l'oublie. Un éclopé, on l'a pour 50 ans peut-être. Ouais. Non, mais c'est pour ça que l'Ukraine, c'est chez nous. Ah, mais c'est chez nous, oui. Les problèmes, d'autres problèmes. Ça viendra notre problème parce que, quelle que soit l'issue de la guerre, on peut penser que Vladimir Poutine n'arrivera jamais à conquérir toute l'Ukraine. Alors, même si l'on garde un bout, pas un bout, etc., l'Ukraine va poursuivre son chemin vers l'Europe. Et quand on va parler reconstruction, on est impliqué en première ligne pour les aider. Donc, c'est notre problème pour les 50 ans à venir, l'Ukraine. Et ça, faut pas. Ça, c'est sûr. C'est une certitude, là. Oui. On va donc relancer l'industrie militaire, qu'on le veuille ou pas. Est-ce que c'est possible le retour de services militaires? Tout est possible. D'abord, le service militaire est suspendu. Il n'est pas annulé. Mais bien sûr. La loi, c'est la suspension du service militaire. Et pourquoi le service militaire n'a pas été supprimé? C'est justement pour ce genre de configuration. Et si on continue à faire des journées, vous savez, d'appels du citoyen, etc., qu'on doit faire avant le bac, eh bien, c'est pour pouvoir recenser les citoyens, les jauger sur le plan intellectuel, voire le niveau de la France, sur le plan physique, et donc avoir une base de données pour pouvoir avoir la mobilisation générale le cas où. Donc il y a toujours des bureaux de service national en France qui sont actifs, car tout citoyen, avant de passer son bac, doit avoir fait sa journée du citoyen, là, et puis il va y avoir le service national universel qui va être mis en place, etc. Et donc ça n'est qu'une suspension, mais la base de données un jour de l'état de la conscription existe. Voilà. Et si jamais on fait le retour de service militaire, pensez-vous qu'il y aura un départ massif des hommes de France? Pourquoi non? Non. Si jamais, quoi veut dire les jeunes Français qui ne veulent pas faire leur service, etc. Non, ça j'y crois pas, mais je ne crois pas au retour du service national pour le moment. Ah, vous ne croyez pas? Ah non, c'est pas. Je pense que si demain la menace était globale, immédiate, etc., effectivement, aujourd'hui, attendez, vous déclenchez le service national. Comment vous les habillez? Comment vous les équipez? Où sont les casernes? Il n'y a plus de caserne. Il n'y a plus de caserne. Mais vous-même, vous dites qu'il faut poser des questions avant que ça non, mais bien sûr. Mais il y a un état de fait, c'est que depuis les décisions de M. Chirac, on a taillé un format d'une armée à peu près de 200 000 hommes, 220 000 hommes, et qu'avec ça, on a tout réduit la cote au plus jour. C'est pas la peine de mobiliser 1 million de soldats quand vous ne savez pas les équiper. C'est le problème qu'avait Vladimir Poutine ou même les Ukrainiens au début. Il n'y a pas 1 million d'équipements, il n'y a pas 1 million de fusils, il n'y a pas 1 million il n'y a pas une caserne de libre en France. Nous avons le nombre de casernes du nombre de soldats que nous avons sous les armes aujourd'hui. Tout le reste a été vendu. Donc aujourd'hui, si vous voulez refaire une armée de conscription, il faut vous y prendre maintenant, et ça va prendre 20 ans. D'accord. Voilà. Vous savez quelle image me revient? Vous vous souvenez quand il y avait la Covid, dans l'Est, on a décidé de faire de construire un hôpital militaire, et c'était les militaires qui montaient les tentes. Ils en ont mis 2 semaines. Pendant que les Français construisaient des tentes pour qu'elles servent d'hôpital militaire anti-Covid, les Chinois ont construit plusieurs hôpitaux. Et j'ai vu cette inefficacité de l'armée professionnelle. Mais non, il n'y a pas d'inefficacité. On a monté avec les effectifs que l'on a et les moyens résiduels que l'on a. Moi, quand j'étais jeune, il y avait des régiments médicaux. C'est-à-dire que c'était des régiments dont la fonction principale était de construire des hôpitaux de campagne. Ça n'existe plus. Non, mais c'est ça, mais c'est une catastrophe. Donc, en fait, c'est une catastrophe. Oui, ça je peux vous dire qu'on a réduit au minimum. Donc, il a fallu trouver les matériels, la capacité à construire. Alors, je voyais les gens qui disaient il faut faire intervenir l'armée. Mais quelle armée? À partir du moment où il n'y a plus les moyens qu'on a
là encore, il y a une responsabilité globale, hein, civile, militaire, vraisemblablement aussi, mais on n'a plus les moyens aujourd'hui de bâtir des hôpitaux de campagne. Alors maintenant, l'armée chinoise, enfin la société même chinoise est très militarisée. Ils ont 3 millions de soldats, hein, ils n'ont pas 200 000. Mais aujourd'hui, effectivement, on découvre qu'on n'a plus la capacité de déployer un hôpital de campagne comme ça. Il a fallu aller récupérer des bouts à droite à gauche pour faire un truc où il y avait une quinzaine de lits. Et ça a duré 15 jours, oui, c'est ça. Et plus d'hôpitaux, ça je peux vous le dire. Mais du coup, là où je ne comprends pas, quand vous dites que quelqu'un comme Poutine, s'il s'amuse à envahir un pays membre de l'OTAN, il va voir ce qu'il va voir. Mais en même temps... Oui, mais on a d'abord nous on a 200 chars, mais les Allemands en ont un peu plus, 350, etc. Ça fait déjà 550. Bon, quand vous mettez tout le monde bout à bout avec les Américains, vous arrivez quand même déjà à plus que l'armée de Vladimir Poutine. Ensuite, vous avez le nucléaire. Donc le nucléaire, c'est déjà un bon truc dissuasif. Multiplier quand même ce que l'on a, alors pas par 30 parce qu'il y a des petits pays, mais je veux dire en nombre de blindés, artillerie, avions de première génération, modernes, parce qu'on n'a pas des T-72, on a vraiment que du niveau Leclerc, Léopard 2, ce genre de choses-là, Abrams, Challenger, qui sont des armes, des chars extrêmement modernes. Bon, quand vous mettez tout ça bout à bout, ça fait une masse. C'est pour ça que la France, d'ailleurs ce qu'a dit le président de la République, me semble-t-il dernièrement, c'est on n'est pas seul. Donc en fait, il n'est pas nécessaire de massifier notre corps blindé mécanisé immédiatement. Par contre, en matière de Covid, lorsque l'on est seul en réaction à une crise, on s'aperçoit que les moyens, ils sont faibles. Il y en a très peu. Il y en a très peu. À propos de Covid, vous savez ce qu'on dit que Poutine, pendant la Covid, on était tous un peu entre la vie et la mort. On ne savait pas si on était vraiment vivant ou vraiment mort. Et Poutine, pendant ces 2 ans, a perdu le pouvoir de gérer la mort. Parce qu'en fait, il a peur de la mort. Et 2 ans, il n'était plus maître de situation face à ça. D'où peut-être cette espèce de revanche qu'il a psychologiquement de maîtriser maintenant la vie et la mort. Et il paraît que c'est ça qui a réveillé... je ne sais pas si... Moi, je ne suis pas dans la psyché de Vladimir Poutine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai presque tendance de dire que la Covid a peut-être déclenché ce désir ce triple désir de pouvoir que Poutine a perdu pendant 2 ans. Pensez-vous que c'est possible? Oui, c'est possible, parce qu'en fait, la Russie, pendant ces 2 ans, a donné l'impression d'une incapacité à gérer le phénomène comme les pays occidentaux. Et donc, d'un côté, on voit quand même une certaine forme d'efficacité occidentale, quoi qu'on puisse critiquer, etc. Aujourd'hui, on a passé l'hiver, on ne nous a pas parlé de Covid. Aujourd'hui, c'est entré comme une maladie chronique, on ne porte plus les masques, et puis on ne nous parle plus on a eu jusqu'à plusieurs centaines de morts par jour dans les hôpitaux au début de la crise. Ça veut dire que les démocraties ont une capacité à s'adapter que n'ont pas les dictatures, où tout vient vers le haut, et quand le chef n'a pas dit, on ne fait pas, ou on fait surtout à la lettre, parce que si on n'a pas bien compris, on risque d'être, c'est vrai pour les militaires aussi, relevé de son commandement, etc. etc. Et donc on a le sentiment quand même, et c'est vrai pour la Chine, la Chine, on voit bien que, après avoir montré les gros bras, le déploiement, machin, on a vu que ça a été le fiasco absolu, leur truc, et qu'ils ont été obligés de lâcher. Le pompon, ça a été quand on a fait la Coupe du Monde, qu'on voit tout le monde en train de faire la fête dans les stades, pendant qu'eux, ils sont cloîtrés chez eux, parce que, voilà. Et donc, ils s'aperçoivent, et même les Chinois s'aperçoivent que leur modèle, il a fait faillite. Donc ça, c'est une des preuves quand même de la supériorité du monde des démocraties, la capacité d'adaptation, l'intelligence de situation, la réactivité, les initiatives individuelles, tout ça, ça arrive en démocratie, et ça n'arrive pas dans le pays totalitaire. Et il est fort possible que Vladimir Poutine soit
très très frustré. Il avait un vaccin miracle, ça devait être de l'eau salée, hein, son truc, je ne sais rien. Enfin bon, ça, on n'a pas le sentiment qu'il ait réussi à vacciner sa population. Peut-être n'avait-il pas les capacités industrielles, malgré ce qu'il disait. Et donc, peut-être que ça l'a fragilisé sur le plan politique et qu'il a eu besoin de se refaire une santé ailleurs. En même temps, je pense que le désir d'Ukraine, le désir de Crimée, le désir tout ça, ça vient de beaucoup plus profond. Je pense c'est un jeune officier du KGB qui n'a jamais accepté la perte de puissance de son pays tel qu'il l'a connu lorsqu'il est entré dans la carrière, j'allais dire, et qui un jour s'est vu en Pierre le Grand, en Ivan le Terrible, en Catherine II, et a voulu, je dirais, régénérer la puissance de son État. Maintenant, quand on regarde l'histoire, hein, tous les gens qui ont pensé le passé, ont pensé l'avenir de leur pays en regardant dans les rétroviseurs. Je ne connais pas beaucoup d'exemples où ça a fonctionné. Les gens qui réussissent, ce sont les gens qui pensent l'avenir, qui ont une vision, qui pensent comment leur pays va être. Qui disent il faut revenir à ce qu'on était hier, ça ne marche jamais. Parce que l'avenir est toujours différent. L'avenir, il est en marche. Et donc, il faut tirer les gens pour inventer l'avenir. Ah, regardez, De Gaulle, il vient d'une famille extrêmement traditionnelle, et en fait, c'est un révolutionnaire. Donc, sur le plan des idées, sur le plan même social, il est presque de gauche. Il invente la sécurité sociale, il invente plein de trucs. Voilà. Et donc, là, avec Vladimir Poutine, on a le sentiment que son logiciel, il est quand même très, très figé vers le passé. Oui, mais en même temps, les Français citent toujours le général de Gaulle, qui est quand même du passé aussi. Ah non. Regardez bien, 40 ans après, tout le monde s'en réfère, etc. C'est quelqu'un qui avait toujours... Mais le général de Gaulle, pareil, on se réfère à la pensée de Gaulle dans les années 60 pour dire il ne ferait pas ça. Mais le général de Gaulle, aujourd'hui, face à cette crise, il ne réagirait pas de la même manière dont s'il était là, sa pensée serait peut-être très, très, très différente de ce que l'on imagine aujourd'hui. Il a réagi face aux événements de son temps, avec les instruments de son temps, avec la vision qu'il avait de son temps, d'une manière, pour moi, très, très novatrice et très moderne. Mais dire, par exemple, son petit-fils qui nous explique aujourd'hui qu'il a toujours aimé la Russie, donc il faut aimer la Russie, c'est un petit peu court comme argumentation. Oui, mais bon, hein, les petits-fils... Oui, c'est ça, les descendants qui, voilà, ils portent le nom, mais bon... Non, mais vous voyez, c'est ça. Oui, mais il y en a beaucoup qui portent la pensée gaullienne en disant... on n'aime pas, par exemple, il y en a qui n'aiment pas l'Alliance Atlantique parce qu'on en est soi-disant sorti, alors qu'on n'en est jamais sorti. L'Alliance Atlantique, on est sorti de l'organisation militaire intégrée. On a toujours fait partie, membre fondateur de l'Alliance Atlantique. Et tous les gens confondent, c'est-à-dire de l'organisation militaire intégrée, on ne participait plus. Voilà. Et puis un jour, on s'est aperçu qu'on continuait à cotiser, on envoyait des troupes, on faisait tout avec eux, mais qu'on participait aux organes de décision. Donc c'était quand même un peu idiot. Alors ça a été fait en 1966 pour des raisons de l'époque. Le général de Gaulle avait marre de la domination américaine pour des tas de raisons. Je pense que le président Sarkozy a pris la bonne décision en revenant. Voilà, donc chaque époque correspond à une réponse. La réponse du général ne serait pas celle des années 60 ou des années 40, bien entendu. Les États-Unis... ont créé le monde de la guerre froide. Ils ont pris sous leur coupole quasiment le monde entier. Et aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens. Donc ils vont protéger que ceux qui rentrent dans leur cercle d'intérêt direct. Qui va entrer dans le nouveau monde protégé par l'Amérique? Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui reste protégé dans le nouveau monde qui reste l'ancien monde. Vous avez déjà toutes les nations occidentales. L'OTAN, état de mort cérébrale, l'OTAN n'est plus en état de mort cérébrale. Je veux dire, Biden était encore là, il est parti à Kiev, c'est le leader de l'OTAN, c'est le leader du monde occidental face à l'agression russe. Du temps de Trump, il nous a même dit, Trump, que l'article 5 n'était pas du tout une condition certaine d'intervention des États-Unis, qu'on n'avait qu'à se débrouiller nous-mêmes, etc., etc. Donc là, je veux dire, les nations sous le parapluie américain à l'ouest le sont. Puis à l'est, les Américains resserrent les rangs. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent profiter des Américains, non pas avec la Russie, mais plus dans l'Asie-Pacifique, face aux prétentions de la Chine. Il y a beaucoup de pays qui ont intérêt à se rapprocher des États-Unis, y compris des pays peut-être comme le Vietnam, etc. etc. Mais les nations majeures, le Japon,
même l'Indonésie, les Philippines, la Corée du Sud, sont déjà dans l'orbite américaine depuis très longtemps. Il y a certains États qui avaient un peu échappé, je crois que c'est du Marshall, ou je sais plus, enfin, il y a des foyers d'îles où les Chinois avancent leurs pions, où les Américains, aujourd'hui, réinvestissent pour consolider leurs gains. Maintenant, il n'y a pas de révolution du parapluie américain par rapport à ce qu'il y avait, même du temps de la guerre froide. Je pense que la logique... Il y a beaucoup, par contre, d'États neutres, d'États qui ne se définissent ni à l'ouest ni à l'est, mais c'était déjà le cas. Les non-alignés, ça a toujours existé, comme le Brésil, comme l'Inde, etc. Mais j'ai l'impression que les États-Unis n'ont plus les moyens de protéger tout le monde. Ils vont, au contraire, réduire peut-être aux anglo-saxons. Ah, bah écoutez, ils ont encore un budget de 850 milliards de dollars par an. Nous, on en est à 44. Vous voyez un petit peu la différence. Ils ont encore les moyens. Il faut assumer le danger, pauvreté. c'est demain. Non, les Américains ne s'arrêtent pas du tout au monde anglo-saxon. Je veux dire, par exemple, la Chine est certainement plus un pilier que l'Angleterre aujourd'hui dans la politique. Le Japon ou la Corée du Sud sont plus un peu piliers dans de la politique américaine que n'est le Royaume-Uni, qui est quand même, grosso modo, déjà à peu près stabilisé dans le bloc occidental, même s'il ne fait pas partie de l'UE, plus partie de l'UE, etc. Donc moi je crois qu'ils vont essayer de défendre leur empire. Maintenant, vous savez, malheureusement, le propre de tous les empires, c'est de décliner un jour et de disparaître. Est-ce que les États-Unis, c'est un empire ? Il a une politique impériale. Alors un empire, c'est pas ça. Un empire, c'est il y a un empereur et puis il y a des royaumes. L'empire austro-hongrois, vous voyez, l'empire russe aussi. C'est avec plein de peuples, etc. Bon. Là, les États-Unis, c'est fédéral, mais on ne peut pas dire que c'est une mosaïque de pays très différents, etc. Maintenant, l'influence américaine dans le monde, qui est ils étaient très isolationnistes jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à même après la Première Guerre mondiale. L'influence des États-Unis dans le monde fait qu'aujourd'hui, effectivement, sa stratégie d'influence fait qu'ils ont une logique impériale, d'aucuns diraient impérialiste, mais en tout cas une logique impériale sur tous les pays avec lesquels ils travaillent, ce qui leur permet aussi de garder des avantages économiques. Quand, par exemple, la Pologne achète américain en matériel militaire, bon, ça conforte l'industrie américaine et ils ont tout intérêt. C'est la raison pour laquelle que les Américains considèrent volontiers, par exemple, l'Union européenne en vente à la découpe, c'est-à-dire ils aiment bien négocier avec les Français, avec les Allemands, avec les Polonais, etc., mais pas avec l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un bloc qui est équivalent à eux, et ça leur plaît pas. Donc ils essayent toujours de privilégier les relations bilatérales aux relations multilatérales. Voilà. Et c'est un des fondements de leur puissance. Et puis ils sont aidés en cela par le dollar. Tant que le dollar restera la monnaie de référence, ils peuvent s'endetter quasiment à perte de vue, ça n'a absolument aucune importance. Donc la puissance américaine, même si on dit qu'elle est déclinante, elle est encore là pour un bout de temps. Elle va continuer à imprégner le XXIe siècle. Moi je ne sais pas de quoi le XXIe sera fait, mais sauf quelque chose qu'on n'a pas prévu aujourd'hui, une surprise stratégique majeure, les États-Unis sont encore là pour longtemps, combien même la Chine grimperait en puissance. Non, de toute façon, la Chine a connu son économie flamboyante grâce à Nixon. Donc, quelque part, c'est parce que les Américains l'ont voulu. On voit bien qu'elle a un modèle fragile. Alors, c'est pour ça que moi, la Chine, tout le monde dit « Ah là, bon, je ne sais pas assurer. » Je veux dire, c'est un équilibre fragile entre développement économique, etc. Si demain, par exemple, il y a des sanctions, si ça fait le fait, s'ils n'arrivent pas à se développer correctement, il peut y avoir des mouvements sociaux importants. Ils vont être confrontés à la dépopulation. Je ne dis pas que c'est une puissance déclinante, loin de là. Mais à mon avis, ils ont affaire à des défis qui sont supérieurs à ceux des États-Unis, qui est une puissance établie. Elle est industrielle, etc. Les États-Unis, on voit bien que c'est un colloque au pied d'argile. On l'a bien vu avec l'immobilier. L'immobilier se casse la figure. Des grands empires, on s'aperçoit que c'était des espèces de constructions, de pyramides. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les pyramides... Plus grandes que l'Égypte. Voilà. Non, mais des pyramides industrielles qui ne fonctionnent pas. Plus grandes que les et puis qu'il y a un beau jour des villes entières construites avec pas un habitant à l'intérieur, des empires qui se cassent la figure, il doit y avoir beaucoup de corruption. Il y a le fait aussi que
l'exemple de Hong Kong, qu'elle se referme, qu'elle essaie de remettre la main sur ses oligarques, sur ses milliardaires. Bon, tout ça, c'est pas favorable au développement économique. Hein. L'économie, elle aime la liberté, elle aime la prévisibilité. Et quand on lui apporte, je dirais, la pointe de fer, les initiatives se détournent en général. Hein. N'aiment pas quand même que le capitalisme, c'est l'initiative. Hein. À partir du moment où le Parti communiste chinois veut reprendre la main sur tout, forcément, ça risque de détourner les investisseurs et plomber l'économie chinoise tôt ou tard. Pour revenir aux armées, qui aujourd'hui va à l'école Saint-Cyr en France? Quels sont les gens, quel est le postulant type qui va à Saint-Cyr aujourd'hui? Bon, là, c'est très difficile à dire. Hein. Vous allez me faire dire qu'il est plutôt conservateur, etc. Ah non, pas du tout. Le fond de ma question, je vais vous le dire. Après la Covid, il y avait comme une espèce de augmentation des gens qui ont voulu devenir médecins. Oui, comme ça. On a redoré un peu le blason. Est-ce que... à Saint-Cyr, aujourd'hui, quel est le profil? Alors moi, j'aurais peur de vous dire des choses un petit peu datées. Moi, de mon époque, c'était quand même un profil un peu conservateur, de tradition, militaire dans beaucoup de familles. Ça existe véritablement aussi. Je ne suis pas persuadé qu'il y a un effet défense de la patrie, je fais, aujourd'hui, etc. même si on va au cinéma, on voit la pub, aller en armée. L'armée en France a toujours un peu comme en Angleterre gardé une certaine cote. Moins bien qu'en Angleterre, mais mieux qu'en Allemagne, par exemple, où, à mon avis, en Allemagne, l'élite de la nation n'est pas militaire aujourd'hui, alors qu'il y a d'excellents profils qui deviennent militaires, et donc je crois qu'il y a une irrigation naturelle par notre passé, par le fait que l'armée, je dirais, a une longue histoire, vraisemblablement qui fait fantasmer les gens aussi. Moi, ça m'a fait rêver, j'ai beaucoup lu de livres quand j'étais jeune. Le fait aussi, moi j'ai un grand-père militaire, alors qui a fait 14-18, 39-45, qui a été résistant. Voilà, donc tout ça fait sans doute, ça doit un peu modeler un petit peu notre intellect, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une population assez naturelle. Je veux dire, j'ai jamais vu de difficulté de recrutement pour recruter des officiers de qualité. Jamais, jamais. C'est-à-dire qu'il y a une certaine irrigation naturelle de la société, même à l'époque où je suis rentré, où c'était l'époque pacifiste, où on sortait quasiment pas dans la rue. Je veux dire, le taux de sélection à Saint-Cyr a toujours fait qu'il y a toujours eu beaucoup plus de postulants, j'allais dire, que de gens sélectionnés. Donc, l'image idéale du Saint-Cyrien, en toute honnêteté, j'aurais quand même du mal, parce que je ne suis pas allé à Saint-Cyr depuis des années, à vous dire ce qu'elle est aujourd'hui. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu à l'époque où je commandais mon régiment, ma brigade, des jeunes Saint-Cyriens arriver, et en état d'esprit, en sens de la mission, en son patriotisme, en cette volonté de servir leur pays, en leur disponibilité intellectuelle, morale, en force morale, ils ressemblaient furieusement aux jeunes Saint-Cyriens que j'avais été 40 ans avant. Voilà, ça c'est certain. Ils me ressemblaient. Et par contre, j'ai jamais été leur demander, parce que ça ne se fait pas, on n'a pas des statistiques qui viennent de quel milieu, etc. Bon, voilà. Donc ça, j'ai quand même des difficultés. J'aurais tendance à dire aujourd'hui que ça reste quand même un petit peu conservateur, de familles qui ont une tradition militaire, ce genre de choses-là, mais pas que. Vraiment, il y a beaucoup de jeunes. Moi, j'ai rencontré des gens très atypiques. J'ai rencontré des officiers qui étaient d'origine Xinjiang, par exemple. Vous imaginez, c'est des choses qui n'arrivent pas. Voilà. Et par contre, que des officiers motivés. Quand on entre à Saint-Cyr, on sait pourquoi on est là. On n'y est pas parce qu'on cherche un métier, on a vu qu'il y avait de la lumière et qu'il faisait chaud. On y va parce qu'il y a un sens à la vie que l'on se propose d'avoir. Et ce sens à cette vie, moi je n'ai pas quitté le service actif il y a très longtemps, il y a 2 ans, vraiment, je l'ai retrouvé chez les jeunes officiers qui ont servi sous mes ordres quand j'étais général. Voilà. Et tout le monde écrit des livres après Saint-Cyr? Non, je ne crois pas, non. Non, là, c'est un fantasme. J'ai toujours aimé l'histoire antique et il s'est trouvé qu'à un moment donné, j'ai dit... c'était un peu ma partie inachevée. Voilà, donc j'ai fait mon doctorat et maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à l'écriture. D'ailleurs, je pensais beaucoup plus me consacrer à l'écriture que je ne le fais. J'ai une maison d'édition. Ah oui. Ah oui. Oui, sachez-le. Ah d'accord, très bien. Merci beaucoup.